Bon, bah déjà, je vous remercie vraiment tous d'être là pour écouter la petite conférence que je propose aujourd'hui. Ça me fait plaisir parce que enfin, j'ai déjà l'impression de tous vous connaître, en fait, c'est marrant. J'ai l'impression, le peu de temps qu'on a passé ensemble, ou, enfin, ou même à papoter sur les réseaux ou autrement, en tout cas, enfin, voilà, ça me fait vraiment plaisir. Et, euh, et c'est chouette, en fait, que je puisse aborder un thème qui est tellement important pour moi et qui va, en fait, j'ai l'impression, déjà plus loin que juste en fait parler des plantes parce que je pense que enfin voilà beaucoup de personnes sont intéressées par les plantes en fait vraiment dans un cadre thérapeutique ou quelque chose comme ça, mais en fait je pense que ça va beaucoup plus loin et moi je pense que je suis à un stade de ma vie en fait où bah, les plantes je les connais déjà depuis longtemps quand même. Pour ceux qui savent pas peut-être voilà j'ai découvert l'ayahuasca à 20 ans et la diète de plantes maîtresses où tu te rends dans la jungle pendant un mois où tu deviens ami avec différentes plantes, c'est quelque chose que je pratique depuis longtemps. Mais, euh, mais je pense qu'on a peut-être un peu tendance à, peut-être d'une manière générale dans la vie, en fait, à, à confondre en fait le support, c'est-à-dire le moyen, un moyen quelconque, en l'occurrence une voie, et comme si c'était une finalité en fait, comme si voilà juste diéter les plantes en fait c'est voilà alors qu'en fait c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin et que quand tu as appris à les connaître justement et que tu as grandi avec elles comme moi, tu t'aperçois qu'en fait je sais pas, c'est comme quelque chose qui fait partie de toi toujours, mais qui te pousse vers quelque chose de plus loin et qu'en fait, il y a même aussi une possibilité de plus forcément en fait aller chialer chez les plantes en permanence quand il y a quelque chose et de les prendre vraiment, là comme on fait peut-être aujourd'hui, tu sais, oh bah ça va pas, bah voilà une séance de champignons pour réguler le machin et puis en fait de toujours avoir ces espèces de béquilles en fait. Alors que moi ce que je vois principalement c'est que les plantes effectivement elles te prêtent leur force mais c'est pour que tu sois capable en fait de t'en servir dans la vraie vie sans elles en fait et pas forcément sans elles parce qu'elles sont tellement intégrées à toi en fait que tu les sens plus, que ça devient vraiment en fait ta seconde nature quoi. Donc c'est là en l'occurrence que l'alchimie entre en jeu parce que c'est ce qui se passe en fait avec le travail avec les plantes, c'est un travail un travail qui est profondément alchimique. En l'occurrence l'alchimie c'est la racine selon les termes en l'occurrence alchimia vraiment c'est la racine en fait des sciences occultes. Donc les sciences occultes, encore une fois, c'est pas le truc de la sorcellerie et machin, c'est les choses en fait ténébreuses. Mais bon, en alchimie, les ténèbres et la lumière, encore une fois, bon ça c'est quelque chose que de nos jours, je pense qu'on fait un peu, on a un peu un problème avec ça aussi. Et moi, peut-être aussi dans mon discours, du fait de parler de la sorcellerie, de l'ombre des plantes et de machin, peut-être que je contribue en fait à ce que ce soit mal compris. Mais ça, c'est quelque chose de vraiment fondateur en alchimie, qu'en fait, la lumière et les ombres et tout ça, en fait, c'est une seule et même chose, en fait. C'est une seule et même chose. Les ténèbres, c'est juste quelque chose sur lequel la lumière n'a pas encore été faite. Et en fait, la lumière est la nature vraiment de toute chose. En alchimie, en fait, on part du. Enfin, c'est pas qu'on part du principe, c'est la petite légende, on va dire, de l'alchimie. À la base, il y avait une pure lumière divine. Pas la lumière celle-là, une lumière invisible, en fait, comme un espèce de fluide comme ça. Et sous l'action d'un mystérieux agent, qu'en alchimie on nomme Dieu le feu, mais qu'on peut appeler de tout un tas de façons différentes, je pense. En fait, cette lumière a commencé à se condenser comme ça. Elle a commencé à se condenser comme ça petit à petit et en fait elle est descendue pour créer la matière en fait. Alors il y a différentes phases en fait par lesquelles elle est descendue. Par exemple chez un homme, ça je pense que c'est quelque chose qui se retrouve dans différentes traditions. Euh, le spirituel, le mental, l'émotionnel, le physique, d'accord. Et donc en fait cette lumière elle s'est condensée comme ça jusqu'à former en fait vraiment la matière et même la matière en l'occurrence la plus solide, les métaux. Et c'est pourquoi justement les alchimistes, en fait, ils travaillent, il y en a qui travaillent vraiment en métallique, donc vraiment dans les métaux, pour transmuter vraiment en fait le plomb en or. Alors évidemment, pardon. Monsieur de Renstenas. Alors je ne connais pas celui-là. Tu connais pas Bernstein? Non, mais C'est un alchimiste. ben, je m'intéresserai à Il est ce qu'il dit dans français. ces cas-là. Ouais. Mais je crois que j'ai entendu son nom en effet. Je crois qu'on m'en a déjà parlé quoi. Et donc en fait, l'idée quand on parle justement de transmuter le plomb en or, bon, alors c'est pas forcément une métaphore, évidemment ça fonctionne aussi comme métaphore par rapport à ce qu'on a en nous, bien sûr, hein, mais il y a des gens qui travaillent vraiment dans le métallique, parce qu'en fait effectivement les métaux, il faut pouvoir en fait les dissoudre petit à petit jusqu'à rejoindre en fait bah, leur nature de lumière en fait. Donc c'est ça en fait vraiment le principe de base de l'alchimie, et c'est ça moi que je trouve aussi qui rejoint pas mal en fait
bah, le chamanisme, quoi, parce qu'en chamanisme, c'est pareil, on parle énormément de lumière, des ombres et des choses comme ça. Et pareil, dans le milieu spirituel, en fait, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut nous reconnecter à la lumière, mais je pense qu'il y a un petit... il nous manque en fait une clé de compréhension pour comprendre c'est quoi cette nature de lumière, c'est quoi ce truc-là. Et aussi dans le fait de comprendre en fait que la matière est complètement liée à l'esprit, parce qu'en fait, la matière, la lumière, si tu veux, en fait, c'est l'esprit, en fait. Et donc la matière, c'est que de l'esprit condensé. C'est pour ça qu'en fait on dit que justement le monde est un miroir et tout ça, mais si on n'a pas en fait cette clé de compréhension, on ne comprend pas pourquoi le monde serait un miroir, pourquoi est-ce que ça se reflèterait, machin, parce qu'en fait tout est une seule et même chose. Et ça rejoint justement les chamans qui considèrent que tout est vivant et que tout a un esprit. Et qu'effectivement, c'est pour ça que le vol des oiseaux, l'eau, les machins comme ça, en fait, et même en l'occurrence des choses qui peuvent paraître néfastes, comme le plastique ou le kérosène, les chamans y voient un esprit, en fait. Parce que tout simplement, en fait, toutes ces choses-là, c'est de la lumière condensée, c'est de l'esprit condensé, en fait. Et donc, le travail d'un alchimiste, en l'occurrence, c'est de révéler la lumière enclose dans l'écorce de la matière, en fait. Donc c'est ça en fait le principe de transmutation en fait c'est de passer d'un état la transmutation vraiment c'est ça en fait c'est passer d'un état imparfait à un état un peu plus parfait par différents processus en fait différents processus en l'occurrence de dissolution tu dissous pour en fait faire éclore la lumière qui se trouve à l'intérieur. Donc bon voilà, ça c'est juste un petit, c'est peut-être un peu confus pour le moment, mais ça va se préciser. Donc en fait, moi c'est ça que j'ai découvert que je faisais en diète de plantes en fait. Parce qu'on parle encore une fois beaucoup d'aller creuser dans les ombres, d'aller creuser machin, mais je pense qu'on ne comprend pas. Il y a beaucoup de gens qui fondamentalement en fait ne comprennent pas ce que ça veut dire de creuser dans les ombres et puis de se relier à sa lumière. En fait, je trouve on loupe une étape en fait. Quand on parle de cette façon-là, on loupe complètement une étape de comprendre déjà qu'en fait l'ombre et les ténèbres c'est que de la lumière en fait qui n'a pas été, c'est de la lumière enclose en fait sous quelque chose, sous l'écorce dure de la matière en fait. Donc c'est précisément dans les ténèbres que se trouve notre lumière. Et ça, c'est quelque chose qui fascine énormément, qui fascine en fait beaucoup de gens, parce qu'en fait, on est dans une lutte en fait permanente avec notre mental, avec notre ego et tout simplement aussi avec nos défauts, avec les choses qu'on considère comme des faiblesses ou des trucs comme ça. Et souvent en fait on a un peu honte de nous-mêmes de devoir en fait lutter éternellement contre des choses qu'on trouve bêtes et mesquines, des petits trucs tu dis mais putain mais encore je suis en train de lutter contre ces petites conneries mais c'est pas croyable je pensais que c'était déjà fini et en fait non c'est précisément ça. Et il n'y a pas de petits combats en fait parce que c'est justement ces petites choses en fait, c'est dans les petits défauts, c'est là quelle est la lumière en fait. Et c'est justement normal qu'on commence avec le revers de la médaille. Parce qu'en fait, en faisant ça, euh, c'est ça en fait qui va éveiller, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le principe de la force et tout ça en fait, c'est ça qui éveille notre feu intérieur et notre véritable force. Si toutes les qualités, la lumière en fait étaient données depuis le départ, on n'aurait aucune force à éveiller, on n'aurait aucun amour en fait, parce que vraiment c'est la force de l'amour en fait qui est capable justement d'aller fouiller profondément dans le noir et dans les ténèbres pour aller y débusquer en fait la lumière cachée, les trésors cachés qu'on a à l'intérieur de nous. Donc il y a une très jolie, alors c'est pas une fable en l'occurrence en alchimie, c'est une sorte de métaphore avec le fameux gardien du seuil. Donc en fait, l'ego, le mental, quelque chose, vraiment le truc en fait qui nous bloque, on va dire dans le côté jungien vraiment de l'individuation, il y a l'ego, le petit moi, et il y a le soi, donc la partie divine, immortelle de nous-mêmes, vers laquelle on veut tendre en fait, qui représente en fait notre totalité, la partie qui est immortelle vraiment, voilà. Donc on a tous, voilà. Et il y a le petit ego en fait qui bloque et qui nous empêche en fait d'accéder à cette partie de nous-mêmes. L'ego, faut savoir qu'il s'est construit justement sur les limitations. C'est lui qui nous permet en fait aussi d'être en contact avec le monde, mais il est aussi très physique en fait finalement. Et il sait qu'il va mourir. Parce qu'effectivement, on va tous mourir. Hein. Le corps physique va mourir. Et effectivement, quand le corps physique meurt, l'ego disparaît. Et ça, en fait, du coup, tout changement pour lui, tout changement, en fait, c'est une sorte de mort. Et tout changement le rapproche de la mort aussi, de sa finitude, en fait. Et il le sait pertinemment. Donc, en fait, au fond de lui, il pense que s'il arrive à maintenir les choses éternellement telles qu'elles sont, ben, en fait, ça va aller, quoi. Voilà. Donc en fait, il résiste à tout changement et c'est quelque chose que beaucoup de gens dans le milieu spirituel, je pense, notent. Il y a effectivement une grande volonté d'évolution, une grande volonté de changement, d'avoir la foi, d'avoir confiance, de oui, effectivement, cette situation, elle est baisée, ça sert à rien d'insister, j'arrête.
Et non, en fait, et non, on est tout cristallisé, et même si on est dans une situation vraiment, vraiment mauvaise, en fait, on préfère ça plutôt que, parce qu'au moins on connaît, tu vois, on connaît, et puis que dans un sens ça bouge pas, et voilà. Et donc en fait, les grosses volontés de changement et tout ça, bah en fait, ça, l'ego il va bloquer tout ça. L'ego il bloque parce que pour lui, le changement, en fait, c'est une sorte de mort. Donc en fait, voilà, il y a ce truc en fait d'avoir un espèce de trésor à l'intérieur de nous, et c'est vraiment le cas. Mais le trésor, en fait, il est gardé par un affreux gardien du seuil. En fait, c'est comme ça qu'il s'appelle, un affreux dragon, en fait, qui nous empêche en fait d'accéder à la plus belle partie de nous-mêmes. Mais encore une fois, il faut absolument pas considérer cette espèce d'ennemi, cette espèce de dragon, comme quelque chose qui nous veut du mal. C'est exactement le même système en fait que pour les défauts et les qualités. C'est à l'intérieur. C'est dans la rencontre en fait, dans la rencontre avec le dragon que nous en fait on va trouver la force nécessaire pour accéder au trésor. Et si en fait il est pas là justement pour nous donner envie de, tu vois, de nous donner envie de le combattre et de le transcender, de prendre notre épée et de vraiment y aller quoi en fait, sans lui en fait on est des larves. On est des larves comme ça et voilà quoi. Donc l'idée vraiment en alchimie c'est d'arriver justement en fait à ce stade, mais c'est quelque chose qu'on connaît aussi dans le milieu spirituel, je pense, d'arriver au stade de la gratitude pour les épreuves et les machins comme ça. Et donc d'arriver finalement à chevaucher le dragon en fait et d'en faire un allié et de reconnaître en lui en fait l'espèce d'alter ego, en l'occurrence ouais, l'alter ego nécessaire en fait pour éveiller en nous notre partie divine et notre partie la plus belle, et en l'occurrence ce qu'on nomme ben voilà le côté chevaleresque, le côté lutter pour sa quête, le côté héroïque en fait de la vie quoi. Donc voilà, moi je trouve que déjà profondément ça réconcilie avec des parties de nous-mêmes qu'on a tendance à dénigrer, qu'on a tendance même à détester en fait. Non, c'est dans les combats, c'est dans les zones d'ombre en fait que vraiment qui nous font chier, qu'on déteste en nous-mêmes, c'est là-dedans en fait, parce que ces choses-là, elles attirent en fait, elles attirent notre regard vers la lumière cachée derrière, et on le sait qu'elle est là en fait. Donc voilà quoi. Et moi je trouve que c'est déjà une vision de la vie en fait qui est profondément éclairante, et aussi en l'occurrence dans le monde des plantes. Parce que quand tu pars dans la jungle vraiment, que t'es isolé, isolé avec toi-même sans parler à personne, que tu bouffes rien, que t'as absolument rien pour te distraire, même pas un livre, que t'as pas le droit de parler aux autres, et qu'en plus tu tapes des cérémonies d'ayahuasca 2 ou 3 fois par semaine qui vont quand même aussi être bien confrontantes, quoi. C'est quand même pas quelque chose non plus, voilà, c'est pas fun hein, globalement. Tous autant qu'on est, en fait, on y va parce qu'on sait qu'il faut y aller, et qu'on a justement le chevalier, je pense, qui sent qu'il y a un trésor à gagner, qui est putain, il a envie d'y aller, mais clairement, c'est pas cool en fait dans la jungle. C'est pas cool quoi. Mm. Ça, je crois. Non, c'est pas cool. Et même moi qui ai l'habitude d'y aller, que voilà, c'est pas le problème des moustiques, c'est pas le problème de machin. C'est pas. Moi, c'est pareil, la bouffe, je m'en fous un peu, tu vois. Tu me donnes du riz et des lentilles, je suis contente, je mange pareil à la maison. C'est pas le problème de ça, si tu veux. Même être tout seul, c'est pas le problème de ça. C'est le problème qu'en fait, quand t'es comme ça dans la jungle, en fait, tout seul, et c'est pas forcément en cérémonie ayahuasca qui se passe en fait les plus grands combats. Je pense que beaucoup de gens s'attendent à quelque chose comme ça, à quelque chose effectivement de très chevaleresque en cérémonie, où tu vas voir des monstres et couper la tête de gargouilles et de gorgones méduses. En fait, non. En fait, non. C'est plus quand t'es tout seul en journée, ou même en journée, même pas forcément dans la nuit, en fait, et que tu regardes en fait, tu regardes les attaques de ton ego en fait. Tu vois une partie de toi qui est en train de s'éveiller vraiment, tu vois une jolie force qui est en train de s'éveiller, et que les plantes en fait vraiment elles sont en train de la réveiller, et tu vois en fait les petites attaques complètement débiles et mesquines en fait de ton petit mental qui vient comme pour qui arrête pas en fait d'essayer de te déséquilibrer. C'est comme toi, tu marches sur un joli pont en fait qui te mène vers un pays magnifique, et puis il y a des espèces de vautours à la con, moches, tu sais, tout pelés quoi, même pas beaux, même pas des nobles animaux, mais des vieux vautours tout pourris, tu vois, qui viennent te foutre des petits coups de bec comme ça pour essayer que tu tombes, alors que toi, tu es en train de marcher vers toi-même. Tu es en train de marcher, tu sacrifies tout ce que tu peux pour vraiment essayer d'atteindre, et en fait, ces petits oiseaux, en fait, c'est toi. C'est toi, c'est des petites parts de toi qui en fait ne contrarie vraiment le chemin vers toi-même en fait. Et du coup, ça fait mal en fait, ça fait mal d'une façon triste en fait, pas parce que tu te sens coupable ou que tu te sens, c'est profondément triste en fait de voir que tu fais tout ce que tu peux toi pour te relier à cette partie de toi que tu sais que c'est ça en fait ton vrai toi. Tu sais que c'est ça qu'il faut atteindre pour être bien dans ta vie et pour aussi faire du bien aux autres autour de toi.
Et voilà, tu subis des attaques en fait de petits monstres à la con, quoi. Et c'est ça en fait qui fait du mal dans la jungle. Mais heureusement, il y a quelque chose qui compense en fait. Quand tu arrives notamment à diéter de la façon qu'ils te demandent de faire les shipibos, c'est-à-dire avec une concentration vraiment énorme. Et ils te font chier justement. Et vraiment, eux, c'est pareil. À un moment, tu les détestes, quoi. Parce que t'es jamais assez concentré pour eux. Ils te disent, ils te voient en cérémonie d'ayahuasca. Ils le voient quand tu leur parles des rêves que tu fais. Ils le voient quand tu parles avec eux, quand tu fais des réunions, que tu parles avec eux, qu'en fait c'est ton mental qui parle. Et que tu dis oui, j'ai vu ci, je pense que ça veut dire ça, je crois que j'aimerais bien avoir ça dans ma vie. Et en fait ils te regardent vraiment, et eux ils voient en fait. Et on peut le faire nous-mêmes aussi quand il y a un ami qui parle et que tu vois que c'est son mental qui parle et qui essaye de se convaincre. Et c'est le pauvre, c'est pas de sa faute si tu veux, tu vois bien qu'il essaye de... Voilà, mais en fait il n'a pas encore atteint le stade de ça. C'est son mental et les chamans, et du coup ils te regardent. Les chamans ils sont plutôt taiseux, mais tu vois dans leurs yeux, ils n'ont pas besoin de te le dire. Ils te regardent comme ça, vider ton sac de conneries, et blabla, et blabla, blablabla. Et puis ils vont te poser effectivement une question fondamentale qui va direct, tu sais, t'as les larmes qui jaillissent des yeux, quoi, parce que t'as honte de toi-même, tu comprends qu'ils ont raison, tu vois qu'il y a cette partie de toi en fait qui cherche, qui ne demande que ça, de s'exprimer, mais qu'elle est tellement recouverte en fait par tout un tas de conneries qu'elle n'arrive pas en fait à éclore. Donc c'est quand même quelque chose d'assez... Alors c'est beau évidemment, mais il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de triste en fait, parce que tu prends vraiment conscience en fait de la condition humaine, de qu'on est vraiment biphasé, je sais pas comment te dire, on est vraiment double en fait, quoi, et que c'est normal en fait que tous autant qu'on est, on lutte comme des connards pour arriver en fait à réconcilier ces deux parties de nous qui semblent complètement turbinées chacune d'un côté, quoi. Donc après il faut pas s'arrêter non plus à la tristesse, et en l'occurrence il y a heureusement qu'il y a les plantes qui réveille une autre partie de toi, et que normalement si tu fais ta diète correctement, tous tranquillement, hein, si tu veux qu'ils sortent, mais ça t'inquiète. Moi aussi d'ailleurs, mais t'inquiète, on s'en fout. Et donc ce qui est beau quand même en fait, c'est que les plantes en fait, elles permettent de faire grandir quand même une autre partie de toi, et de te faire découvrir en fait une partie de toi que tu connaissais pas, et que tu la découvres vraiment dans la solitude. Et ça, j'insiste là-dessus. C'est pour ça que les diètes sociales, ça s'appelle comme ça, il y a même un mot dessus, tellement ça existe en fait. La diète sociale existe aussi en fait, où tu passes ta vie dans la maloca, papoter quand même avec les autres personnes, tout ça, quoi. Il y a beaucoup d'interactions. Et c'est pour ça que moi j'insiste sur le côté vraiment solitaire de la chose, parce que parce qu'en fait c'est là que en suivant, donc comme je disais, en suivant le truc Shipibo, de faire vraiment l'effort en fait d'être dans la concentration, et de te relier à la partie, si tu veux, que le mental en fait il vient, mais tu t'identifies pas à lui, quoi. Jusqu'à ce qu'en fait il en ait marre de parler tout seul, et qui voilà. Et donc en fait il y a une partie de toi qui commence à grandir. Et alors que tous autant qu'on est, je pense qu'on a tendance à considérer effectivement que notre tête vraiment entière, c'est un truc carcéral. Et que ça peut même rendre fou en fait. Et ben là en fait tu découvres que non, il y a une partie de toi qui est un magnifique refuge. Et que cette chose-là, elle est accessible en fait en permanence. Si tu arrives en fait à te désidentifier du mental jusqu'à ce qu'il n'existe quasiment plus. Et c'est possible en fait que le mental n'existe plus pendant des journées entières. C'est quelque chose que j'ai expérimenté. Et là, dans ces cas-là, t'es relié à... T'éprouves absolument pas le besoin de lire, de parler à quelqu'un d'autre, ou de manger des Twix pour je ne sais pas, te divertir en fait. Et t'as le sentiment que tu pourrais rester éternellement allongé sur ton lit, avec le chant de la jungle quand même, c'est vrai, à... à... C'est comme un... Je sais pas comment expliquer ça. C'est comme un cocon à l'intérieur de toi-même en fait. C'est impressionnant, et moi je le connaissais pas en fait, cette partie de moi, vraiment je la connaissais pas. Et il a fallu vraiment que je m'isole et que je me prenne de la rosacha dans le nez, la plante qui brûle, là, qui brûle les parasites psychiques, que voilà, pour apprendre, voilà, me dézinguer le mental, et que je rencontre en fait le silence intérieur, et découvrir qu'en fait il y a aucun... Ils ont raison, hein, les éveillés, en fait il y a aucun désir là-dedans, et tout est parfait, quoi. Et du coup, en fait, même si c'est pas quelque chose qui peut perdurer indéfiniment, quand tu as été en contact avec cette zone de toi-même, et que tu la sens, en fait, tu la sens d'une façon physique, encore une fois, c'est pas juste ah bah ça y est, j'ai du silence dans ma tête, je connais l'illumination. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est quelque chose d'infiniment physique, et que tu et une fois que tu l'as trouvé, c'est comme si, je sais pas, tu sais, il y a une maison, et puis elle est grande la maison, et puis bah il y a une pièce, tu sais qu'il y a une pièce magnifique en fait dans cette maison,
Et puis on te dit, bah voilà, cherche la pièce. Mais toi, tu l'as jamais, tu sais, tu vas ouvrir toutes les portes et puis tu vas te fatiguer. En fait, tu dis, bah ça tombe, cette pièce, elle n'existe pas. En fait, c'est des conneries, j'arrête pas d'ouvrir des portes, elles sont pourries, quoi. Mais si un jour, par miracle, effectivement, quelqu'un t'a accompagné qui te dit, regarde, voilà, elle est là, la pièce, allonge-toi dans cette pièce, dans ce, tu sais, dans ce de bain d'or, en l'occurrence, comme Picsou, tu vois, allonge-toi dans les pièces d'or et sens ce que ça fait, en fait, d'avoir, tu vois, d'avoir cet or tout autour de toi. Voilà. Maintenant, tu sais ce que c'est. Et là, voilà. Après, voilà. Et là, maintenant, bah, même si tu as un peu oublié le chemin, tu sais qu'il existe. Tu sais ce que tu as ressenti quand tu es dans cette pièce. Tu sais que c'est pas une légende, en fait. C'est pas un mythe, d'accord. Et donc, quand tu as connu ça, c'est facile, en fait, pour toi, déjà, de savoir, en fait, toutes les choses, tous les petits indices, en fait, qui pourraient te mener vers cette pièce. Genre, ah, je reconnais cette porte. Ah, je suis déjà passée dans ce couloir. Tu sais qu'en fait, c'est ça. C'est ça le chemin vers cette pièce. Et donc après, dans ta vie, c'est facile d'identifier ce qui te mène vers cet endroit ou au contraire non, ce qui t'emmène à la cave et que c'est pas bon en fait. Donc moi, c'est ça que je remarque vraiment dans la vie quotidienne avec la diète de plantes, c'est qu'en fait, ce qui entre en résonance avec cette partie de moi, puisque c'est une pièce, mais elle est à l'intérieur de toi en fait, hein, et que quand il y a quelque chose qui frappe et qui fait résonner ce refuge et ce truc en fait vers lequel je veux me diriger, bah du coup c'est beaucoup plus facile de l'intégrer dans sa vie et voilà, donc c'est pour ça que j'insiste aussi sur la diète de plantes et voilà, parce que moi personnellement c'est le chemin que j'ai trouvé pour me connecter des journées entières à cette zone de moi-même et c'est ça que j'essaie de partager, de partager avec les gens quoi. Mais mais encore une fois, c'est normal en fait. C'est normal que ça prenne du temps. C'est normal que c'est pas juste tu prends du buffo une fois et que ça y est, t'es éveillé à jamais ou que t'as une cérémonie d'ayahuasca vraiment transcendante et que tu dis ça y est, j'ai tout compris. C'est normal encore une fois. En alchimie aussi, ils font comme ça. C'est pas, tu passes pas du plomb à l'or directement. Il faut dissoudre et passer par un tas de trucs différents avant d'arriver à ça. Et en plus, c'est pareil en fait. On raconte en alchimie que cette lumière en fait, elle est tellement énorme, elle est tellement démesurée que le corps physique en fait et le corps psychique aussi en fait, il exploserait vraiment. Les deux en fait, ils exploseraient au contact de la lumière tellement c'est quelque chose de vraiment énorme. Et moi effectivement, pour avoir expérimenté en ayahuasca, euh, une sorte, c'est pas une sorte d'amour, c'est l'amour inconditionnel vraiment. Et même si en l'occurrence, alors nous, êtres humains, on a envie en fait de le connecter à des personnes quand on ressent cette chose-là. Donc moi, dans ces cas-là, quand je ressens ça, évidemment, je vais commencer à penser à ma mère et à ma petite sœur, qui sont les personnes que j'aime le plus au monde. Et je m'aperçois en fait que cet amour, il est tellement énorme que effectivement, dans la vraie vie, si à chaque fois que je vois ma petite sœur ou que je pense à ma mère, je me mettais à ressentir ça, mais ce serait juste ingérable. C'est pas possible. Je vais les bouffer. Mais c'est pas possible, mais oui, puis je te dis, t'as qu'une envie, même en cérémonie d'ayahuasca, tu dis putain, il faut vivement que ça se termine, il faut vivement que j'achète, enfin voilà, c'est que je prenne le téléphone pour me dire à ma petite soeur à quel point je l'aime en fait, tu vois, c'est vraiment quelque chose de démesuré. Et oui, en effet, en tant qu'être humain, on n'est pas foutu pour vivre avec un amour transcendant comme ça, on pourrait pas Ah, c'est fonctionner. trop, quoi. C'est C'est trop, trop ça te fort, ouais, c'est trop déborde, fort. ça te déborde. Et il y a même des personnes qui sont effectivement, qui sont blessées par l'expérience du soi. Et on raconte que c'est un piège à ravissement. Et Comment ça? effectivement, Blessé par bah, l'expérience du soi. blessé, la lumière, le soi divin, le machin, la transcendance, c'est le soi si tu veux. C'est effectivement. Mais en fait, quand tu es en contact avec ça, euh, il y a des gens en fait, et c'est ce qui arrive en fait à Tyler, hein, c'est ce qui arrive à Tyler dans Borderline en fait. Elle a été tellement, si tu veux, en fait, t'es tellement subjuguée par cette chose en fait que ça a capturé une partie de ton âme et qu'en fait du coup quand tu reviens bah tout te paraît effectivement creux, vide et ça arrive à des personnes même si ça m'arrivait à moi aussi, on en revient après, hein, c'est pas pour autant que voilà, mais tous ça, en ayahuasca ou machin on a l'impression que c'est plus réel que le réel quoi. On dit putain mais ce que je vivais en fait et c'est possible effectivement que ça ce soit plus ou moins un rêve ou une simulation et qu'il y a un niveau en fait où on va se réveiller et du coup, en fait, t'as du mal, t'arrives plus à investir en fait le réel comme avant. Parce que t'as l'impression que la vérité, en fait, c'est ça.
Et que du coup, tout ça, en fait, du carton pâte, c'est du papier mâché, tu vois, voilà. T'arrives plus, en fait, à investir le réel. Et oui, t'es blessé, en fait, et il y a une partie de toi, en fait, qui est restée vivre là-bas pour toujours et qui veut plus revenir. Et là, c'est une sorte de dédoublement, comme une perte d'âme, comme ils disent dans le chamanisme, en fait. Il y a une partie de toi qui est restée là-bas, et toi, t'es comme un fantôme, en fait, hein, il y a un problème. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut faire, qu'il faut faire attention, je pense à surtout en fait se rappeler que cette vie en fait, cette vie-là, au fait, elle compte énormément. C'est dans cette vie-là qu'effectivement, une partie de l'amour qu'on a ressenti, on peut s'en servir pour aimer sa petite sœur mieux, qu'on peut s'en servir pour effectivement se réconcilier avec sa mère, même si il y a des choses qui sont problématiques. Cette partie-là, tu peux ramener une partie de ça. Cette lumière, tu peux en offrir une partie à ta mère, quoi. Ne serait-ce que pas en essayant de changer les gens avec des discours, pas en essayant de faire ça. Juste en toi, en fait, en osant être toi-même face à tes proches et en rayonnant, en fait. Alors, c'est pas en rayonnant de la façon nulle, tu sais, de l'ego machin, mais en toi, justement, faisant l'effort de retrouver, comme on disait, de retrouver ce refuge, de faire en sorte qu'en fait, ce soit cette partie-là que tu développes et non pas cette partie-là. Et mathématiquement, moi, j'ai l'impression qu'un être humain, c'est quelque chose de fini. Et que si tu fais grandir ça, il va diminuer mathématiquement. Il va se coller aux parois, petit à petit, il va diminuer parce que ça, en fait, ça prend de l'ampleur. On n'est pas quelque chose qui peut. Oui, dans l'absolu, on n'est pas fini, on n'a pas de limite, mais en fait, dans la structure psychique ou émotionnelle d'un être humain, moi, je trouve que si, en fait, c'est fini. Ça peut pas dépasser. Donc mathématiquement, quand tu fais grandir la lumière, et c'est ce qui se passe en diète de plante vraiment, bah elle diminue en fait. Le mental il perd de son emprise et tu vois en fait surtout que tu peux gouverner ta vie et la gouverner avec intelligence, pas juste en étant un illuminé total qui flotte avec les petits papillons. Non non, tu peux tout à fait gouverner ta vie avec beaucoup d'intelligence et et de la structure en l'occurrence, mais que ce soit pas le mental en fait qui gouverne ta vie, que ce soit cette lumière là quoi. Et du coup, bah, quand tu n'as pas peur de voilà, déjà tu l'as fait croître en toi, et donc naturellement les autres vont le ressentir. Et si, et encore une fois, la lumière, c'est pas juste une force que tu gardes pour toi, en fait. Tu es censé la partager en fait avec sincérité. Et, euh, et aussi partager, pas juste en fait parler de la lumière elle-même, mais de pas avoir peur en fait de parler des ombres qui sont en fait la racine de la lumière tu vois, d'oser dire en fait que la lumière, tu l'as pas trouvée comme ça sous le cul d'un cheval grâce à une cérémonie d'ayahuasca, mais c'est qu'en fait, les ombres que tu portais, moi voilà, j'ai un passé particulier, j'ai un passé quasiment de toxicomane, hein, voilà. Euh, et pareil aussi beaucoup de noirceur, pas forcément dans la dope que j'ai pu prendre, mais dans une presque une volonté de noirceur que j'avais à l'époque, une fascination pour les choses qu'on peut qualifier de mauvaises. Alors ça peut paraître cool effectivement, et je continue à penser que c'est cool, le côté badass, badass de l'existence, c'est vrai. Mais je pense qu'à l'époque on donnait pas cher de ma peau quoi. Et que moi quand je regarde effectivement la mentalité que j'avais, mais même extrêmement jeune, que ça aurait pu être un très mauvais chemin, ça aurait pu ressembler à ça, mais parce qu'en fait, je pense très jeune, j'ai osé en fait aller au fond des choses sombres qui m'attiraient et découvrir qu'en fait, bah non, je suis pas une sorcière, bah non, je suis pas une droguée, bah non, et qu'en fait, c'est précisément euh, en allant au fond de ces choses sombres qui m'attiraient que j'ai révélé en fait la lumière. Et je savais qu'il y avait la lumière derrière. Je suis sûre que mon cœur il savait que c'était au fond de ces ombres qu'il y avait la lumière. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas peur d'écrire des bouquins qui sont bien, quand même bien hardcore et qu'effectivement le premier borderline quand tu le lis, tu t'as pas du tout l'impression que le mec il est sur le bon chemin, pas du tout. Mais il se trouve que ces choses-là, moi, elles m'habitaient à l'époque, et c'est à travers ces choses-là, c'est à travers l'expérience de la dope, à travers des envies suicidaires qui ont continué à me poursuivre très longtemps, jusqu'à très, très récemment, et qui, dans une certaine mesure, existent encore en moi. Euh, mais en fait, c'est ces choses-là. C'est pas quelque chose que j'ai dû combattre, enterrer à jamais et renier, faire comme si elles n'existaient pas. C'est au contraire, c'est grâce à ces espèces de petits gardiens du seuil et de petits dragons que j'ai eu sur mon chemin. Et en regardant, en fait, il y a une légende qui dit qu'en fait, les démons, quand tu oses les écouter, ils se transforment en sages. Et que donc, effectivement, pareil, un serpent, peut-être quand tu oses le regarder dans les yeux, tu vois, en fait, il t'emmène en fait vers quelque chose d'autre. Ou quand tu te laisses mordre par le serpent et que tu acceptes le venin en toi et que tu transmutes le venin, et ben en fait, tu crées ton propre remède. En fait, tout est comme ça en alchimie, en fait. Il y a un truc qui s'appelle appliquer le mal au mal et appliquer la mort à la mort.
Et donc en fait, c'est ce que j'essayais de dire au début de la conférence. Moi aussi, j'ai vraiment la pensée en arborescence, hein, donc on n'arrête pas de faire des machins, mais enfin tout est lié quand même. Euh, c'est dans les ombres en fait qu'est la lumière. Et moi, je trouve ça cool aussi en fait dans le monde en fait, dans, quand on commence à partager, de pas juste parler de la lumière comme si en fait l'éveil c'est quelque chose qui est censé te tomber dessus du jour au lendemain et qu'une fois qu'il est là, il est là. Les putains d'éveil spontané, j'y crois pas une seconde. J'y crois pas une putain de seconde. Pas du tout. Euh, Parce qu'en fait, on voit que, enfin, quand tu comprends la nature de la lumière, en fait, et que les ombres et la lumière sont une seule et même chose, en fait. Hein. Et c'est précisément en creusant dedans que ça switch en fait en son contraire. Mais par contre, il faut oser aller jusqu'au bout, quoi. Alors, j'ai pas envie de reprendre les exemples que je prends toujours par rapport à la colère, que quand tu vas au fond de la colère, en fait, tu te rends compte que c'est une force constructive, que quand tu vas au fond de la haine, et que tu t'aperçois qu'en fait, c'est juste de l'amour refoulé toutes ces choses-là, en fait, toutes ces choses-là, euh, je pense que, voilà, je pense qu'il faut juste aller oser au fond de soi-même et que c'est ça qui se passe en fait en diète de plantes et qu'en plus on est soutenu par des esprits qui eux aussi en l'occurrence sont ombre et lumière. Les plantes c'est pas juste des petits elfes, des petites fées, des petites licornes qui ne songent qu'à non non, elles aussi elles sont extrêmement complexes. Et moi je sais que voilà j'ai pu faire des erreurs, notamment par exemple en diétant le tabac par moi-même. Chose que a priori j'étais pas prête à faire puisque je suis pas chamane. Mais voilà, j'ai osé effectivement diéter le tabac. Je me suis presque tuée parce que j'ai fait n'importe quoi avec le tabac. Mais pour autant, si j'avais pas vécu cette expérience, j'aurais jamais pu en fait mettre le tabac dans mon livre. Et en fait, il se trouve que à la fin de mes livres, le tabac c'est quasiment et justement parce qu'en fait, il a jamais, bon, le personnage lui, il a jamais diété le tabac en fait, mais il a croisé toutes ces autres diètes. Encore une fois, Borderline, c'est pas juste un mec qui part dans la jungle, qui est junkie, suicidaire, et puis il part dans la jungle et puis il est sauvé. Non, c'est l'histoire d'un mec en fait qui part dans la jungle, qui se confronte effectivement à ses ombres et qui croise toutes ces diètes. Et en fait, à l'époque où moi j'écrivais ça, moi aussi j'avais plein de diètes croisées, mais je le savais pas. Et en fait, j'écrivais un peu ce qui m'arrivait à moi. Bon, bref. Et il se trouve que, en fait, Travis, il est en diète croisée. Tout le temps qu'il raconte son histoire et tout, en fait, le mec, il est en diète croisée, donc c'est quelque chose d'extrêmement. En fait, il est en plein dans l'obscurité, quoi. Tu t'appelles une diète croisée. Alors, une diète croisée, c'est quand quand tu fais quelque chose de mal, donc tu manges ce qu'il faut pas, tu baises avec quelqu'un, tu es en contact avec machin, ou en l'occurrence tu fais comme lui, normalement c'est le chaman qui te ferme ta diète. Il te la ferme, donc il te donne un truc, un aliment spécifique à manger, il te chante un chant spécial, il te met des protections pour que tu sois fermé énergétiquement et que l'énergie vraiment de ta plante, elle est bien à l'intérieur de toi et ça peut pas sortir. Et là en l'occurrence, lui il quitte la jungle comme un fou, chose que moi aussi j'ai faite en fait. Voilà. J'ai fui un centre et j'ai quitté la jungle avec la diète ouverte, en fait, en l'occurrence, et donc tu es complètement ouvert énergétiquement. Tu as l'énergie de ta plante qui va se mêler à l'énergie des gens, la nourriture pas bien, qui voilà, donc c'est une catastrophe. Et moi, effectivement, je l'ai fait pour la lupuna, chose qui est très grave parce que la lupuna, c'est un arbre extrêmement puissant. Et j'ai gonflé jusque-là. J'étais les pieds comme ça, les chevilles comme ça, en bibendum. J'ai pas compris. Tous les parasites, en fait, c'est ça quoi. Ouais, même sans parler de parasites, juste les énergies. Et que quand tu es en diète, ton énergie et l'énergie de ta plante, tu la mixes avec rien d'autre en fait. Absolument rien d'autre. Et donc voilà, moi je l'ai fait pour la Lupuna, c'est ce qui fait le personnage dans mes livres effectivement. Et en fait, voilà, le mec il est en pleine obscurité là pour le coup. Et là, il n'y a plus de chaman pour l'aider, puisque lui, c'est pareil, il a quitté la jungle, il est en pleine ville, et il est clodo, c'est un clodo sur. Donc c'est une catastrophe, quoi. En plus, il picole et tout, il n'y a rien qui va. Alors, heureusement, il y a son jaguar pour l'aider, quoi, mais le pauvre jaguar, il est à deux pas de la mort aussi, à force de lui transfuser de l'énergie, et que lui, il lui en donne pas retour, quoi. Bon, bref. Mais en fait, le personnage de mes livres, c'est pareil. Et en fait, c'est par lui-même. Et c'est grâce justement au tabac. Le tabac, il l'a jamais diété. Donc, en l'occurrence, il n'est pas en diète croisée avec le tabac. Donc, ça va. Mais c'est le tabac qui vient. Mais qui vient pourquoi en fait? Qui vient pour lui remettre, le remettre un peu droit. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu peux pas. Même si t'entends là maintenant, c'est pas grave. Tu peux pas deviner ce qui se passera quand même. Oui. Puis voilà. Bon, bref. Et donc voilà, et ça parle aussi de se guérir soi-même en fait. Encore une fois, c'est pas les plantes. Les plantes, elles peuvent pas faire le travail à ta place. C'est bien d'aller récupérer de la force auprès d'elles, qu'elles te guident, qu'elles te montrent un chemin. C'est très bien tout ça. Mais en fait, elles éveillent tes propres forces, quoi.
Et moi, c'est pour ça qu'il y a des gens qui me demandent maintenant comment je fais avec mes plantes. Est-ce que j'ai des rituels particuliers pour appeler la Yaouma, appeler la Rosacha, appeler je ne sais qui. Ben non, en fait, elles font tellement partie de moi, si tu veux, que oui, effectivement, il y a certainement, je sais pas, la force qui brûle, tu vois, la force qui brûle mes propres conneries ou qui brûle effectivement les gens qui me manquent de respect et qui dit Chut, retourne à ta place, quoi. Ça, effectivement, ça pourrait être la Rosacha. Euh, Après, il y a plein de possibilités. La Lupuna, par exemple, que effectivement, je l'ai croisée, mais je pense la sentir quand même en moi. C'est quelque chose de très tanké. C'est quelque chose qui m'a permis, en l'occurrence, d'être dans une authenticité profonde qui allait me causer dommage derrière. Parce qu'en fait, moi, j'ai pris une position dans ma carrière et dans le domaine amoureux, j'ai pris une position en fait d'authenticité. Et en fait, ça me porte préjudice. Enfin, on peut croire que je me mets à moi-même des bâtons dans les roues parce qu'en fait, ce serait plus facile de jouer l'anguille et d'accepter des compromis avec celui-ci, avec celui-là. Ce serait plus facile en fait. Moi, j'y vais en frontal et ça plaît pas du tout. Ça plaît pas du tout et du coup, je me crée des situations qui sont plus difficiles pour moi. Mais ça n'empêche pas que moi, je sens une énergie euh, extrêmement tankée en moi et ça va pas bouger en fait. Ça va pas bouger. L'authenticité de la part de ton public aussi. Oui. Cette manière d'être. Ça attire vers moi les personnes qui résonnent comme ça et j'en veux pas d'autres. De toute façon, ça m'intéresse pas de vendre mes livres à partout et de me faire inviter dans des interviews avec des gens qui ne comprennent pas ce que je dis ou qui ne voudraient pas choquer leur public avec ce que je suis en train de dire. J'en ai rien à foutre. Et ça, si tu veux, c'est quelque chose que je pense qu'avant, j'étais moins posée dans ma propre. J'étais moins celle qui marche dans sa propre grandeur, j'étais un peu plus sneaky comme tout le monde, euh, euh, pas timide, enfin j'étais timide plus jeune tu vois, mais un besoin de reconnaissance aussi quand même, un besoin d'être aimé, un besoin du coup d'être, tu sais que les gens m'aiment bien sans être aimé fondamentalement, mais que les gens m'aiment bien, ça me mettait mal à l'aise en fait quand j'aime pas avoir des ennemis. Fondamentalement, j'aime pas ça. J'aime me sentir bien avec les gens, j'aime que les gens se sentent bien avec moi. J'aime pas envie de les mettre mal à l'aise exprès. Je suis pas du tout quelqu'un, tu vois, qui aime bien. Il y en a qui aiment bien un peu la te tarabuster et puis qui s'amusent. Moi, je suis pas du tout comme ça. J'ai besoin que les gens soient bien avec moi et l'inverse aussi, quoi. Et là, du coup, bah, avec la nouvelle position que j'ai par rapport à l'authenticité, c'est des situations qui sont pas faciles pour moi. Mais par contre, je vois bien qu'en fait, il y a aucune. C'est même pas que j'ai le choix en fait. C'est pas que j'ai le choix de dire bon, est-ce que je prends le chemin un peu facile et puis non, ou est-ce que bah, je prends le chemin authentique et puis je le sens même pas comme ça en fait. C'est comme ça. C'est comme ça et puis c'est tout en fait. Et même si moi ça me cause dommage, bah j'assume aussi tout. J'assume comment les gens vont réagir. J'assume que ça va être difficile pour moi. La question se pose même pas. Je sais pas comment expliquer ça et ça je pense que c'est quelque chose qui est quand même apparu dans ma vie alors que je l'avais pas forcément avant. Et ça pour moi c'est une force de plante. C'est une confrontation à l'ego peut-être aussi, quand tu es caches comme ça. Avec l'ego, le mien ou avec celui des autres? Probablement. Excusez-moi, j'ai un espèce de. C'est parce que j'ai rien mangé de la journée pour l'ayahuasca et je parle beaucoup. Un petit dizzy, mais bon, c'est bon. Donc voilà. Bon, j'aimerais bien vous entendre un peu vous. Moi, ça fait longtemps que je parle, j'ai l'impression, j'ai envie qu'on commence à échanger si ça vous tente. Voilà. À travers tes propos, en tous les cas, c'est très réconfortant parce que je sens ton vécu dans le livre. Et déjà en lisant le livre, je dis mais d'où est-ce qu'elle sort tout ça? C'est ton vécu en fait, à travers tout ce que tu dis. Alors après, il faut savoir un truc bizarre aussi avec les livres, c'est il y a, il y a des choses que j'ai écrites avant de les vivre et je les ai vécues après. Il y a des choses que je me suis forcée à vivre pour pouvoir les écrire. D'accord. Et il y a des choses que j'ai canalisées, soyons clairs. D'accord. Sans savoir de quoi je parlais, notamment tous les trucs alchimiques. Et que du coup, après avoir découvert l'alchimie, il y a seulement 1 an que je connais l'alchimie et les bouquins, bon, je vais pas revenir encore là-dessus, mais j'ai commencé à les écrire quand j'avais 14 ans. Donc, et il y a des choses que je ne pouvais pas savoir et qui sont en fait des symboles alchimiques extrêmement forts et que je pouvais pas les deviner. Alors j'ai saisi des archétypes au vol ou j'ai canalisé connecté, quoi. Voilà, donc voilà, et je pense qu'en l'occurrence pour moi Travis il existe sur un autre plan et j'ai capté son histoire mais il existe, il a existé sur un autre plan et voilà donc oui et non. Après évidemment j'aime pas parler de ce que je connais pas, donc les trucs des plantes et tout ça, oui évidemment que c'est du évidemment quand même que c'est des choses vécues, que c'est des ou du moins expérientiellement on va dire, tu vois, au niveau expérientiel, quoi. Pas forcément un mot à mot, c'est ça que je veux dire, quoi. Voilà. Et Wish? Wish, il a vraiment existé.
Wish, il a vraiment existé, et Wish, il est mort. Il est mort, oui. Mm. Et c'est pour ça que sur le tome 2, en fait, c'est marqué pour toi, Wish, qui a insisté pour que j'utilise ton vrai prénom, parce qu'à la base, j'avais pris un autre nom. J'avais publié le premier livre sur un autre nom et j'en ai parlé. Et lui, en fait, il considérait que ce qui était dans ses livres, c'était la vérité. Et que du coup, en fait, je pouvais pas, en fait, je pouvais pas mettre un faux nom parce que, en fait, je mentirais aux gens en faisant ça. Et donc, pour lui, c'était vraiment essentiel que son vrai nom soit utilisé. Et en l'occurrence, c'est lui aussi qu'on voit sur la couverture du tome 2. J'ai demandé, en fait, j'avais déjà l'image, j'avais publié que le premier livre du pot. Je l'avais sur moi, bon bref, je lui ai montré quoi. Et donc j'avais déjà l'image en fait de la couverture que je voulais pour le tome 2 quoi. Donc je lui ai demandé de mettre son habit de cérémonie, de tenir un verre dans les mains, de se mettre de dos et poser. J'ai pris une photo. Et après c'est mon beau-frère en fait qui a redessiné dessus, mais c'est vraiment lui. Et il faut savoir qu'en fait, bah voilà cette image, je lui ai la photo. On était en plein Covid, en plein confinement. Lui il était confiné au Pérou, moi confiné en Colombie à ce moment-là. Et je lui ai envoyé l'image en fait par téléphone de la couverture finie. Et il est mort 2 jours plus tard. Donc voilà, moi j'ai publié le tome 2, alors évidemment j'étais dévastée, hein. Voilà, je l'aimais vraiment beaucoup ce tome-là, et donc j'ai publié en fait quand même, parce que voilà, en étant auto-édité sur Amazon, on peut publier de n'importe où, donc j'ai publié quand même le tome 2 2 semaines après sa mort, et là ce que je vois maintenant par rapport au retour que j'ai des gens en fait, j'en ai eu énormément à Toulouse, à Lyon, en Suisse en fait. C'est comme si en fait, ces livres en fait étaient porteurs de médecina en fait. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'apparemment en fait ils font une espèce de thérapie ou de je ne sais quoi, ou même que ça leur réveille en fait des maréations d'ayahuasca et tout ça, ou même qu'ils travaillent avec l'ayahuasca différemment après avoir lu les livres. Donc en fait on dirait, je pense qu'en fait oui, au moment où il a dit ça, alors moi j'ai absolument pas calculé ce qu'il disait, mais quand il a dit qu'en fait c'est dans ses livres que ces livres en fait il disait la vérité, qu'il fallait que je dise la vérité aux gens, et qui en fait je pense aussi que s'il a insisté pour que j'utilise son vrai prénom, je pense que c'est un truc de psychomagie. Je pense qu'en fait il savait vraiment que en fait ses enseignements à lui et son énergie et sa médecine à lui en fait elle allait exister à travers les livres. Il y a beaucoup de gens qui se demandent en fait sur Wish, et pour cause, effectivement, oui, il a vraiment existé. Et c'est vraiment lui qui est dedans. Et Travis, il le rencontre pareil que moi. Et c'est vraiment lui, quoi. Et je pense que d'une façon ou d'une autre, en fait, si peut-être inconsciemment, mais s'il m'a demandé en fait de mettre son nom dans le livre, et si moi j'ai eu l'instinct de le prendre en photo et de le mettre dessus, c'est parce qu'en fait sa médecine, elle existe encore dedans. Et c'est pareil pour le tome 5 en fait. Voilà, bon, on va pas spoiler, mais enfin, il y a eu un moment vraiment où, pour moi, Wish, il est revenu et j'ai eu le sentiment du coup de moi pouvoir lui faire mes adieux. Excusez-moi. Mais on sent son énergie. Hein. Oui, voilà, je pense qu'elle est dedans. Et je pense que l'énergie de l'ayahuasca et des plantes, elles sont vraiment dedans, quoi. Comment tu l'as rencontré, Wish? De la même façon que Travis. J'étais à Pissac. Ah oui. J'étais à Pissac, dans un hôtel. Pissac, c'est un lieu, c'est Gringoland, c'est Medicinal Land. Enfin bon, bref, il y a plein d'expatriés qui vivent là-bas. Et alors, moi, je ne savais pas à l'époque, mais il y a aussi des cérémonies d'ayahuasca. C'est un lieu de médecine. Ils te proposent tout et son contraire. Rencontre ton enfant intérieur, va prendre du buffo. Il y a tout là-bas. Bon, bref, à l'époque, c'était un peu moins pire que maintenant. C'était il y a 17 ans, donc voilà, c'était moins pire. Mais je ne savais pas en fait qu'il y avait de l'ayahuasca. Bon, bref. Et il y avait, j'étais dans un hôtel avec plusieurs personnes, tu sais, le genre de bon truc un peu de gringo, j'avoue. Et il me disait, ah bah viens, il y a un bar où on peut faire le bœuf, tu vois, tu ramènes ton instrument de musique, ta flûte, et puis chacun peut faire son petit machin. Bref, j'avais pas envie d'y aller, évidemment, parce que moi je suis une grosse solitaire, il dit, bon, d'accord, on y va, quoi. Et donc il y avait plusieurs personnes, il y avait un tabouret au milieu de la salle, et les gens, ils venaient avec leur flûte, avec leur machin, leur guitare. Et oui, je l'avais déjà repéré, il était au fond de la salle avec un verre de vin à la main, un pied contre le mur, comme ça, on s'était repéré, mais bon, voilà, vite fait, des fois tu crois, tu bloques un peu le regard de quelqu'un, bon bref. À un moment, c'est lui qui a pris sa guitare et qui est venu s'asseoir sur le tabouret, et lui, en fait, il chantait des Icaros, mais avec la guitare aussi. Donc j'ai entendu du Shipibo pour la première fois de ma vie, j'ai entendu un Icaros pour la première fois de ma vie, et en plus avec sa guitare, ça rendait vraiment un truc de fou, quoi. Et j'ai été transcendée, quoi. J'ai juste fait, mais c'est quoi ce mec, c'est quoi ce truc-là, quoi, what the fuck, vraiment. Et j'ai demandé, après Wish, il s'est tout de suite barré, j'ai demandé au barman qui c'était ce mec, il m'a dit, bah c'est Wish, il est chaman. Et du coup, j'ai su que c'était lui, quoi. Et voilà. Et je me suis pointée en mode groupie, salut, j'adore ce que tu fais, il y a moyen de boire de l'ayahuasca avec toi? Il m'a dit, bah ouais, non Ah, problème. c'est génial, putain, quoi. Ouais. C'est génial. Ouais.
Et est-ce que vous êtes allé marcher dans la montagne Oui. comme Travis fait? Oui, on a fait le trek du Choquequirao, en fait, en Ouais. l'occurrence. Et on a pris du San Pedro, et lui, le San Pedro, il le mettait en poudre dans sa main, tac, c'est comme ça qu'on fait. Ouais, tout à fait, on l'a fait ce truc, c'est pour ça que c'est là, en fait. Et la montagne rasée à la fin, on n'a pas fait de cérémonie là-haut, par contre, parce que trop froid et au secours, quoi. Mais la montagne, elle existe vraiment, en fait. C'est vraiment des jours de marche, hein, de toute façon. Et la super montée, super dure, je me la suis tapée moi. Et la retour en mule, on a trouvé des mules pour rentrer. Oui, tout est réel, en fait, hein. Tout est réel. C'est génial. Donc voilà quoi. Ça me donne des frissons. C'est marrant hein, de Ouais, savoir T'as que eu c'est un ça. tas de cérémonies juste vous deux en fait. Oui. T'as pu bénéficier vraiment. Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Ça, Et c'est quand je l'ai retrouvé, parce qu'en fait, voilà, moi je l'ai quand même connu à 20 ans. Donc effectivement, on a fait les cérémonies comme ça, le Choquequirao, le trek machin. Et après, en fait, moi j'ai continué mon voyage, évidemment. Je voulais le revoir au retour, mais en fait, lui, il était barré dans la jungle à ce moment-là. Bref. Et il s'est quand même passé 10 ans, en fait. Ok. Ah oui, entre deux, moi si tu veux, j'ai écrit sur l'ayahuasca à mort et j'ai écrit énormément de choses, et j'avais déjà mis, du coup, je suis rentrée chez moi, j'ai fait putain, Wish, il est incorporé dans l'histoire, j'ai écrit sur Wish et tout ça beaucoup, et je l'ai retrouvé que 10 ans plus tard en fait, en l'occurrence, quand j'avais 30 ans. Et c'est là que j'ai commencé vraiment les diètes en fait. Alors oui, je sais, à chaque fois je dis ça fait 15 ans que je suis dans la médecine. Oui, c'est un peu plus facile de dire ça plutôt que de me dire rencontrer à 20 ans puis à 30 ans. Mais moi, c'est vraiment en l'occurrence il y a 7 ans puisque j'ai 37 ans maintenant. Bientôt. C'est vraiment à 30 ans que par contre j'ai retrouvé Wish et ça n'a pas été difficile de le retrouver. Il se souvenait parfaitement de moi et c'est là que j'ai commencé les vraies diètes en fait. Et du coup, j'ai incorporé aussi les trucs que je vivais, j'ai modifié l'histoire, machin. Mais j'avais déjà écrit beaucoup de borderline, beaucoup de passages avec Wish étaient déjà écrits. Et je les ai remodifiés et retravaillés en fait avec voilà quoi. C'est comme ça que ça s'est passé. Et donc du coup, je l'ai retrouvé à 30 ans et j'ai passé effectivement 3 mois de diète avec lui. Et après, moi, je continuais mon voyage en Colombie. Et en fait, il est mort quoi. Mais moi, je pensais que ce serait mon maestro pour toute la vie, en l'occurrence, parce que je l'avais trouvé, j'ai aucune raison d'aller chercher quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, Il avait 39 ans. Ah, Moi, je l'ai connu quand il avait 29 ans, du coup, le même âge que machin, et je l'ai retrouvé à 39 ans, et il est mort à 39 ans. C'est ça parce que dans le livre, tu dis qu'il est jeune, etc. Il avait le même âge que quand moi je l'ai rencontré, il avait 29 ans quand je l'ai rencontré. Et moi, du coup, 20, quoi, ouais. Et ouais, c'est une drôle d'histoire, mais voilà quoi. Ça me fait plaisir dans un sens de penser que voilà que les enseignements, et pas vraiment les enseignements, mais que la médecine en fait de ce mec-là, elle existe en fait dans des livres, et quand je vois la réaction des lecteurs, en fait, elle est là la médecine en fait. Oui. C'est sûr qu'elle est dedans. Elle est dedans quoi. Elle est Tu dedans. le sens, tu sens. Il te parle à travers le livre d'une manière directe, clairement, mais tu parlais de l'influence sur les cérémonies et tout ça. Je sais que ma prochaine cérémonie sera plus du tout pareil parce que il y a des conseils de Wish dans le livre et des choses, etc., des questionnements, Oui. des manières de parler à la plante. Et je me suis dit, putain, c'est super intéressant. En fait, j'avais jamais vu ça de cette manière-là. Et je sais que mes prochaines intentions à m'adresse ne seront plus, elles se feront plus de la même manière, quoi. Donc oui, il y a une influence à travers. C'est clair, c'est sûr et certain, quoi. Ça me fait tellement plaisir d'entendre ça, putain. Ouais, c'est une présence tellement vraiment très plaisir. très rassurante Dans toute la saga quand on le lit. Moi j'ai été vraiment sensible aux descriptions que tu en faisais et ce qu'il disait, où c'est vraiment super. Je suis content qu'il soit là. C'est vrai que le pauvre Travis sans Wish, en effet. Ouais. Et t'as vu, il revient. C'est vrai, non, le pauvre mec, quoi. Non, heureusement qu'il est là, Wish, quand même, c'est vrai, putain. C'est marrant. Bah, il est C'est marrant. toujours Oui, je pense que. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis, en tout cas, quoi. Parfois, j'avais comme une comparaison avec Breaking Bad. Tu vois, le Travis qui. Vraiment, mais le pauvre, quoi, tu le plaignais. Non, mais pourquoi il s'inflige ça On le rattrape toujours. Wish toujours le rattrapait et était désolé pour lui. Il voulait absolument l'aider jusqu'au bout. Et c'est comme dans Breaking Bad, le héros qui. Mais ça va s'arrêter où quoi Jusqu'où il va plonger Ah, mais justement, c'est ça qu'on voit dans l'histoire, et il faut. Déjà, en fait, il faut qu'il le fasse par lui-même. C'est ça. Il n'y a pas de. Alors, Wish, effectivement, évidemment que c'est une aide merveilleuse, mais en fait, et puis il faut qu'il aille jusqu'au bout du bout, en fait. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé avec Tyler et tout ça, en fait, il y a un truc inacceptable, évidemment. Voilà, on va pas spoiler, mais il y a un truc inacceptable. Et en fait, la seule façon d'accepter l'inacceptable, en fait, c'est d'aller jusqu'au bout du bout. Et il y va tout seul. Il y va tout seul, en fait.
Et c'est pour ça que la diète croisée, c'est pour ça que, bah non, en fait, c'est pas Wish qui le sauve quand il est dans la jungle, non, parce qu'en fait, le message, c'est que ton seul vrai guérisseur, c'est toi, et que même s'il y a des aides et des alliés qui peuvent t'amener jusqu'au bout de la falaise, quand tu vas sauter tout seul, et quand tu sautes aussi, et quand tu vas dans la mort, même si tu as eu des amours très chers dans ta vie, des gens qui t'ont aidé, c'est seul que tu vas à la mort. Toujours. Voilà. Et donc les morts renaissances qu'on a à faire ici, alors il y en a qui sont plus ou moins importantes, il y en a qui sont majeures quand même, il y a des petites morts renaissances que voilà, ça va, il y en a qui sont vraiment majeures, et en fait tu les fais tout seul, et là bon je vais essayer de pas chialer, mais c'est quelque chose que je voulais aborder parce qu'on en a beaucoup parlé avec une amie, coucou Catherine, une amie à moi à Lyon, qu'on en a beaucoup parlé. Et moi, en l'occurrence, c'est à travers le processus de deuil de Wish que j'ai découvert aussi, en fait, alors, ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment aborder, en fait. Je ne sais pas si ça va vous parler. Euh, En cérémonie d'ayahuasca, des fois, en fait, on commence à pleurer. On pleure pour quelque chose d'individuel, en fait. T'es triste pour quelque chose qui t'arrive dans ta vie, quelque chose comme ça. Et en fait, si tu t'autorises vraiment à pleurer longtemps et sans retenue, en fait, tu découvres qu'il y a un moment en fait où tu peux plus t'arrêter de pleurer déjà d'une en fait, et tu ne pleures plus pour toi. C'est pas parce que tu es triste pour quelque chose. C'est comme si tu étais relié au continent de souffrance, à tout, à toutes les âmes en fait. Je ne sais pas comment expliquer qui pleure en continu. Et c'est quelque chose en fait dans lequel tu t'enlises et que ça n'en finira jamais. C'est comme si le monde entier pleurait à travers toi et que toi tu pleurais pour le monde entier. Et c'est plus ta souffrance à toi. Il y a un moment même où tu dis mais et c'est pas des pleurs comme quand tu pleures pour toi. Parce qu'en fait, là, vraiment, c'est comme si, en fait, tu sais, tu as bien épuisé, en fait, la souffrance individuelle, le mental, les trucs que tu te racontes, les petits machins. Ça, au début, c'est là, ah, mais je suis triste pour ça, je suis blablabla. Et à force de machin, ça, tu vois, tu épures, encore une fois. Tu dissous. Tu dissous, tu dissous. Et t'en arrives, en fait, à l'essence de la tristesse, en fait. Et c'est comme si et la façon de pleurer est différente, en fait. Ça coule d'une façon différente. Et t'as la bouche ouverte si tu veux, et ça monte comme ça si tu veux, et ça redescend par machin, et les larmes elles rejoignent le fleuve et ça remonte comme ça, et ça n'en finit plus. Et tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Pour qui? Pourquoi est-ce que je suis en train de pleurer en fait? Et en fait quand tu continues à aller là-dedans et que tu vraiment, et ben en fait tu t'aperçois qu'en fait il y a quelque chose en fait en dessous ou à l'intérieur de la tristesse, et qu'en fait c'est une sorte de joie rayonnante. C'est une joie rayonnante, et qu'en fait tu pleures, mais tu pleures plus vraiment de tristesse en fait, ou à travers cette tristesse, et tu inspires et après ça coule comme ça, et en fait tu réalises que c'est pas en fait, c'est même plus ce qu'on peut appeler de la tristesse en fait à ce stade. Ça permute en fait en permanence, et c'est comme si, et c'est une joie aussi en fait. Il y a une sorte de, alors je sais pas si tout le monde a été aussi profondément, je sais que mon amie en fait elle y a été, et elle c'est à travers le processus de la perte de fœtus, c'est pas comme ça qu'on dit, excusez-moi, d'un avortement en fait, et de voilà, elle a mis beaucoup de temps à s'en remettre, et en fait c'est à travers des visions, elle, qu'en fait elle a vu des choses comme ça, enfin disons qu'elle a pénétré sur le territoire de la tristesse qui en fait est une joie, et en fait est l'amour, comme un courant d'amour comme ça qui te traverse si tu veux, et qui t'appartient pas. Elle, disons qu'on y entre par différents canaux. Elle y a été à travers le deuil de son bébé, de son fœtus, je sais pas comment on dit. Moi, c'est à travers le deuil de la mort de Wish, en fait, que j'ai fait ça. Mais vraiment, en fait, donc tu rentres par quelque chose qui t'est personnel, en fait. Et quand, en fait, tu oses en fait aller vraiment au fond, bah ça ne vient, c'est plus personnel en fait, et tu touches à une strate en fait, à une dimension de toi-même aussi évidemment, mais une dimension en fait de la vie, je sais pas, du monde, et ça encore une fois c'est un truc alchimique en fait, que si tu cristallises pas ton esprit sur ton ego, oh, je suis triste pour ça, ou sur oh je ressens de la tristesse, c'est quoi cette tristesse du monde entier, c'est pas bien, je suis connecté à un parasite qui me fait peur, et que non, tu vas encore au-delà, et qu'en fait t'atteins quelque chose et tu pleures d'amour en fait, C'est et ça, que tu tu peux même rayonnes, sourire en dans fait, tes tu larmes. rayonnes à fond quand c'est comme ça. Pardon? Je dis, tu rayonnes à fond quand c'est Oui, comme ça, justement, ouais. oui, et tu le sens. Ouais, c'est ça, Tu le sens en fait si tu veux quoi. Et ça, si tu veux, encore une fois, quand on parle d'aller creuser dans les ombres pour découvrir la lumière ou quoi, moi voilà, en ayahuasca par exemple, je sais que je fais des choses comme ça.
Et c'est pour ça que j'aime pas parler d'une façon pas pragmatique et que j'aime parler à partir de l'expérience. Et là, c'est bien parce que du coup, il y a mon ami qui a découvert la même chose. On était surprise en fait de dire, mais toi aussi, ça te fait ça? Et ben ça, c'est une sorte de transmutation. Mais encore une fois, il faut aller au fond du fond de la tristesse et il faut oser parce que vraiment, il y a un moment où tu dis, mais bon sang, mais je n'en sortirai jamais de cette tristesse. Mais même physiquement parlant, c'est super éprouvant de pleurer de cette façon-là, si tu veux. Puis tu as peur en fait, tu te dis mais est-ce que c'est la nature de la vie, est-ce que c'est de la nature humaine, est-ce que c'est ça la condition humaine, qu'en fait c'est un fleuve de douleur. Mais encore une fois, éliminer les interprétations, éliminer ce que toi t'essayes, ce que le mental essaye de rationaliser, tu vois, non, attends mais qu'est-ce que je suis en train de vivre, donc il va mettre des mots dessus, il va dire ah machin, et en fait il emprisonne l'expérience, mais si tu la laisses couler l'expérience, ben en fait elle se transforme en quelque chose de fondamentalement beau et magique. Et en fait, c'est pareil. Moi, j'ai découvert du coup que aimer quelqu'un qui est mort et d'avoir traversé en fait de porter ce mort en moi en fait, parce que moi voilà, oui, je continue à l'aimer si tu veux, et il continue à vivre en moi. Mais en fait, j'ai découvert aussi que c'est que d'avoir connu quelqu'un qui est mort et d'aimer quelqu'un qui est mort, en fait, ça a densifié mon âme, en fait. Mon âme, avant, elle était certainement beaucoup plus limitée, beaucoup plus égoïste, beaucoup plus... Alors l'âme en tant que telle, pas vraiment, si tu veux, mais que moi-même, en fait, j'avais des limites et que du coup, en fait, avoir pénétré dans ce territoire qui est effectivement une douleur insupportable, mais à la fois un amour et une joie et ben en fait j'ai découvert que ça avait offert, c'est comme si ça avait, tu sais, que j'avais été explorer une dimension de mon âme qui m'était inconnue, parce que tant qu'en fait t'as pas perdu quelqu'un que t'aimes, ça peut pas s'inventer cette chose-là, tu peux pas deviner ce que c'est. C'est un territoire sur lequel tu mets un pied que quand il y a quelqu'un que t'aimes qui est mort, quoi. Autrement, tu le connaîtras jamais, ce territoire-là. Moi, c'est vrai que je l'ai connu jeune avec quelqu'un que je l'aimais beaucoup et qui clairement c'était pas logique en fait qu'il meure à 39 ans soudainement comme ça, c'était pas logique, tu vois. Mais du coup, bon, peu importe, moi, il se trouve que ça a été une porte d'entrée. Encore une fois, ce que je veux dire, c'est que peu importe nos expériences avec les plantes ou avec la vie, il y a différentes portes d'entrée vers la transcendance. Et que si tu oses, en fait, accomplir le chemin jusqu'au bout, ben, en fait, il y a de fortes chances que ce chemin, il te mène effectivement à l'amour. Par contre, tu vas traverser des choses qui... c'est dur, hein. Moi, je sais que j'ai frôlé la folie, je pense, hein. Voilà. Et en l'occurrence, je ne l'ai pas fait tout de suite. Le processus de deuil, je pensais l'avoir fait. Et en fait, non. Je suis restée, tu sais, il est mort, je crois, au bout de 2 mois de confinement. Il y a eu 4 mois au total. Enfin, je suis partie au bout de 4 mois. Mais en fait, je voulais pas rentrer tout de suite chez moi parce que je savais que ce serait pire. Je voulais pas rentrer tu sais, pleurer chez ma mère. Donc en fait, je suis restée et j'étais vraiment seule. En fait, c'était vraiment un contexte spécial parce que la nana où j'étais confinée, elle m'a laissé son hôtel. En fait, c'était une sorte d'auberge. Elle me l'a laissé pour aller retrouver sa fille à Bogota. Donc en fait, j'ai appris la mort de Wish seule. Et j'avais pas le droit de sortir à part une fois par semaine pour faire les courses. Donc j'étais seule dans cette maison. Et donc ça n'empêche pas que j'appelais ma mère par WhatsApp, hein, évidemment, mais enfin j'étais seule quoi. Bon après, au bout de 2 semaines, j'ai vraiment vu qu'en fait j'étais sur le point de devenir folle. Et donc en fait la gentille femme qui m'avait laissé son hôtel, elle avait un ami qui tenait une autre auberge où il était confiné seul, à 2 pas en l'occurrence. Et on a magouillé pour que j'aille chez lui en fait, et c'était un peintre et tout ça. Donc en fait j'ai passé le reste du confinement juste seule avec lui du coup. Mais voilà, je voulais pas rentrer en fait tant que j'étais pas capable de sourire à la vie, de dire merci en fait, d'avoir connu Wish et tout ça. Et un jour j'ai été faire une balade dans les montagnes, on avait quand même un peu droit de balader, et que je me suis rendu compte qu'en fait j'arrivais à sourire avec tout mon cœur en disant merci, et que j'étais voilà. Et donc là, du jour au lendemain, je suis rentrée chez moi parce que j'ai su que c'était bon. Mais pour autant, là en fait, le deuil n'était pas fait. Quand j'ai remis un pied au Pérou, peut-être 6 mois plus tard, parce que je suis revenue au Pérou dès que je pouvais, en fait, je me suis rendu compte que non, que tout me ramenait à lui, si tu veux. Évidemment, j'étais sur ces terres, voilà, que la première fois que j'ai bu de l'ayahuasca sans lui, j'étais là, non mais au secours, enfin bon bref, c'était absolument pas fait. Absolument pas. Donc c'est là en fait que c'est là, si tu veux, que j'ai fait les expériences d'ayahuasca où je suis rentrée dans la tristesse et où j'ai connu ça. Bref, bon, ça fait longtemps qu'on parle de ça, ça suffit. Tout ça pour dire que tous autant qu'on est, je pense qu'on dispose de portes d'entrée qui sont différentes vers la transcendance. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Et que si on suit le chemin jusqu'au bout, on va... voilà, il faut juste, en fait, même si c'est des ombres, même si c'est dur, même si tout ça, plutôt que de refouler, plutôt que de machin, il faut oser aller jusqu'au bout et en fait, ça switch en son contraire. Et que c'est pour ça que le gardien du seuil, les ombres, les défauts, les défauts, c'est des qualités non révélées. Oui, t'es jaloux, oui, t'es machin, oui, t'es égoïste, mais en fait, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. En fait, ça attire ton regard et dit, vas-y,
Va au bout de ta colère. Pourquoi tu es en colère? Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es seul? Pourquoi tu as envie de te suicider? Pourquoi profondément? Et en fait, tu découvres qu'en fait, c'est la vie qu'il y a derrière. Tous les trucs en fait qui principalement nous butent et nous kill et nous gênent et nous freinent et nous tout ça. Derrière, en fait, c'est là-dedans qu'il y a les forces vives qui sont propres à nous, qui vont nous permettre en fait vraiment d'aller au bout de nous-mêmes. Donc c'est pour ça que moi j'insiste en fait sur l'alchimie, parce que j'ai vu quelque chose de... C'est la racine de la vie en fait, ce truc-là. C'est comme de l'ayahuasca. L'ayahuasca, c'est comme il dit Wish en l'occurrence, il l'appelle la racine de la terre aussi. Voilà, tu vois. Et moi, je pense qu'il faut atteindre, en fait, j'aime les arts radicaux, vraiment. C'est pour ça que je suis quelqu'un de drastique, quelqu'un qui aime les choses radicales, parce qu'effectivement, radical, ça veut dire racine, en fait. Hein. Il faut aller jusqu'au bout des choses, en fait, pour trouver vraiment notre lumière, notre vérité, ce qui fait de nous des hommes, en fait. Donc, c'est pour ça que voilà, que je voulais faire une conférence sur l'alchimie. Voilà. Merci. Avec plaisir. Avec plaisir. Je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à la tristesse qui se transforme en joie. Et en fait, j'ai vécu un truc similaire, mais pas avec les mêmes sentiments. Enfin, oui, j'étais triste et je me suis mis à pleurer parce qu'en fait, je me sentais complètement seul au monde. Il n'y avait personne autour et j'étais solitaire. Non, j'étais dans une solitude plus qu'être solitaire. Je me sentais juste tout seul et ça me faisait peur et j'ai commencé à pleurer par rapport à ça. Et puis au fur et à mesure où je pleurais, je me rendais compte que en fait j'étais seul mais j'étais libre en même temps. Et il y a eu toute une phase progressive où ça s'est transformé comme ça. Donc j'ai eu un joug et puis mes pleurs se sont petit à petit changés en rire. Et j'ai commencé à rire à la vie comme ça, et c'était un moment ultra libérateur, quoi. Donc là, c'est pas la tristesse du deuil, non, c'est la tristesse de la solitude. Ouais. Et oui, enfin, je résonne avec tout ce que tu disais auparavant sur la rencontre avec le soi qui est à l'intérieur, qui est juste en train d'observer ce qui se passe, et en fait, j'étais reconnecté avec cette personne-là qui débarrassé de tout ce qui obstruait la vision, bam, en fait je suis libre ça m'a complètement changé, quoi. Et ouais, je voulais rebondir là-dessus, ça m'avait... Mais c'est entièrement, oui, mais on est entièrement là-dedans et ça me fait plaisir. Mais tu sais, en plus, toi, c'est chouette parce que je trouve que tu as un parcours, enfin, je sais pas, ouais, intéressant quand même aussi avec la médecine, tu vois. Et c'est pour ça aussi que je me suis permis justement d'envoyer la jeune femme l'autre fois vers toi. Parce qu'en fait, ce que j'aime bien, tu vois, par rapport aux diètes ou quoi, pour savoir en fait vraiment si quelqu'un a bien diété et tout ça, c'est voir comment va sa vie, en fait, tout simplement, comment va la personne, comment va sa vie. Et toi, je trouve qu'effectivement, alors je te connaissais pas avant ta diète et tout ça, mais j'ai le sentiment que la diète en fait a vraiment changé des choses bien en toi et que ça enfin voilà, tu vois que tu te diriges vraiment vers quelque chose qui se rapproche vraiment de plus en plus de toi-même. Et là, ce que tu es en train de me dire, bah c'est pareil, je pense que c'est quelque chose de fondamental en fait ça, c'est quelque chose aussi tu sais, d'apprendre à voir que la solitude en fait c'est de la liberté, quoi. Et de pas, encore une fois, il y a deux versions de l'histoire toujours, tu sais. Tu peux effectivement, je suis seule, personne m'aime, ou bah non, je suis seule, je suis libre, en fait, je fais ce que je veux, quoi. Il y a toujours deux versions de l'histoire, en fait, tu vois. Et il y a l'histoire, effectivement, qui te plombe vers le bas, et il y a celle qui te tire vers le haut, en fait, tu vois. Et à partir d'une même chose, en fait. Et puis voilà, il y a le petit ego qui te raconte effectivement les petits trucs qui font souffrir, et puis il y a le soi qui te mène, en fait, dans ta propre gloire, et que tout va bien, en fait, tu vois. Donc, ouais, ça me fait plaisir que tu partages ça, en effet. Tu connais, toi, quelque chose comme ça, Larissa? Ça ne m'étonnerait pas que tu aies une histoire comme ça, toi. Ouais, j'en ai plusieurs. Ouais, je le gardais là pour moi, mais je me dis, ouais, c'est juste magnifique. J'étais sur la réflexion que quand on arrive dans cet espace qui n'est plus à nous et qui est commun avec tous les autres, ces espaces de souffrance, peu importe la nature, et qu'on est dans un état de conscience au-delà du bien et du mal. Oui. En tout cas, je vais le dire en jeu.
j'ai conscience que de poser ma conscience sur ces espaces de souffrance, avec cette conscience amoureuse, j'ai vraiment cette sensation que ça ne fait pas du bien qu'à moi, qu'il se passe quelque chose au niveau de l'inconscient collectif, ou peut-être même plus, qu'on arrive finalement avec la médecine de notre conscience, tout simplement. Je veux dire, il n'y a rien à faire, il y a juste à être conscient de... C'est pas que la merde que tu vois. Tu vois, et j'ai eu cette expérience-là avec l'ayahuasca, entre autres une fois où je suis descendue en enfer. La première nuit, c'était mon enfer à moi, j'avais peur, et puis je me suis rappelé qu'il fallait juste se rappeler que la lumière existe. Ah merde, c'est vrai. Puis j'ai pensé à Jésus-Christ, vraiment, il y a eu quelque chose de... en fait, il faut juste s'ouvrir là, c'est là. Et puis la deuxième nuit, je suis redescendue et j'étais dans cet enfer de la pédophilie. Vraiment les trucs, enfin pour moi, avec ma sensibilité, c'est les trucs les plus dégueulasses du monde, quoi. Et puis à un moment donné, mais d'habitude je veux pas le voir parce que c'est trop intense pour ma petite sensibilité. Je peux pas supporter en parler parce que sinon je pleure, enfin voilà. Et la pédocriminalité. Et puis là, en fait, j'ai pas voulu chercher à le fuir, j'ai pas cherché à fuir cet enfer, j'étais là, ok, j'y suis, je regarde, je pose mon regard sur ce qui est là. Et puis, le simple fait d'être ok de regarder ça, à un moment donné, j'ai senti quelque chose se transmuter, et puis c'est devenu que de l'amour, en fait. Et je voyais, symboliquement, pas imprécis, mais les pédophiles, je voyais que c'était des petits enfants blessés qui ont grandi et puis qui sont juste en train de chercher l'intensité. Mais l'intensité, c'est quoi? C'est la lumière qu'on cherche, quoi. Et c'est juste qu'ils ne cherchent pas forcément, on va dire, au bon endroit, mais je voyais leur cœur tout dans le fond, là, c'est juste une quête intense. Et donc, j'avais plein de compassion, puis, enfin, voilà, et j'ai eu l'impression que j'étais dans un amour qui englobe, c'est pas le mien, c'est l'amour tout, qui englobe et qui est bien au-delà du bien et du mal, quoi. Avec cette conscience que plus on est nombreux à être dans cette conscience-là, plus ce truc va se transmuter au niveau collectif, en fait. C'est très beau, je suis à la limite de pleurer d'émotion ici. Ouais, j'ai plusieurs moments comme ça, mais même pas forcément qu'avec l'ayahuasca, tu vois, où tu es là, tu acceptes d'aller dans ces émotions, dans ces espaces en soi où c'est tellement sombre, c'est tellement la honte. Et puis finalement, tu vas dedans et avec cette conscience que c'est juste une traversée, c'est le mot qu'on utilise en relation d'aide par le toucher, tu vois, dans mon école. C'est juste une traversée, et dans cette traversée, il y a juste à se rappeler la foi, quoi. Non, c'est juste une traversée. Si tu traverses vraiment, il y a un moment donné, ça va se transmuter. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de recette à trouver. Il y a à être présent à ce qui se vit là, juste le vivre dans son corps, sentir à quel point ça fait mal au ventre, ça pique à la gorge, je sais pas, tu vois, et le regarder, et juste être présent. Pour moi, c'est la magie c'est ça, la conscience amoureuse, mais c'est comme ça que j'appelle aussi Dieu, finalement. C'est la conscience amoureuse. Et je trouve que c'est magique de pouvoir se mettre dans ces espaces-là, et que tout ce qui est souffrance nous amène à ça, en fait. Oui. Et donc, moi, je plus sois tout ce que tu dis, effectivement, les gardiens de seuil, les dragons, tout ça, mais merci. Les bourreaux, mais merci. Vraiment, merci. Je t'avais raconté, c'est hier, qu'une fois je me retrouvais par terre comme ça et qu'on voulait me faire lever pendant l'ayahuasca. Je dis non, j'avais besoin d'être couchée, mais parce que j'étais là à me connecter à la souffrance du monde et en même temps à remercier tous mes bourreaux, et de me connecter avec finalement leur âme qui a choisi d'incarner ça pour venir nous réveiller. C'est que de l'amour, tu vois. Et très concrètement, je le vis concrètement avec le papa Néfi avec qui on est séparés, qui est, on va dire, complètement endormi et très fort dans ses blessures d'ego. Et avant, j'étais en réaction avec ça. Et maintenant, mais plus du tout, quoi. Et ma manière d'en parler avec mes filles a fait que chez elles aussi, il y a quelque chose qui s'est éveillé. Oui. Je ne sais pas si tu l'as entendu, je ne sais pas à qui elle l'a dit hier, Olivia, mais elle a dit, mon papa, son personnage, j'aime pas, mais dans le fond, je l'aime très fort, et c'est vrai qu'il nous aide. Tu vois, il nous aide à conscientiser des choses parce que c'est choquant, et puis que moi je vais mettre des autres mots dessus. C'est juste pour se réveiller, quoi.
Voilà, mais je comprends que c'est un discours qui est difficile à entendre quand on est vraiment Oui, dans la souffrance et qu'on n'a pas cette foi-là, cette expérience de ce que c'est la transmutation. C'est très difficile hein, de dire vas-y remercie ton bourreau. Il faut les outils pour ça aussi. C'est Voilà, c'est ça. C'est l'expérience, c'est Voilà, c'est oser l'expérience. expérimenter. Tu peux Moi, pas c'est- expliquer ça à quelqu'un. mais après, moi, ce que je pense, c'est qu'il nous manque de la force. Oui, Il nous manque ça, tu peux le faire. Moi voilà, c'est facile pour moi de le faire euh, à cause d'une certaine force. Et en l'occurrence, moi, ma force, c'est auprès des plantes que je l'ai appris. Que je les ai apprises ou pris, je sais pas. Mais bah, il y a une force aussi qui. Enfin voilà, j'ai une très bonne mère qui m'a donné beaucoup d'amour et tout ça, donc j'ai une base solide, c'est vrai. Mais après, j'ai l'impression surtout que c'est pas forcément à la portée de tout le monde parce qu'il y a la force intérieure, en fait, elle est pas assez. Elle est faible, quoi. Elle est faible et que du coup, pour la traverser, comme tu dis, je pense qu'il faut quand même. Il faut en fait avoir une certaine, peut-être. Tu vois? c'est un petit peu l'intérêt de vivre des moments de thérapie un peu comme celle que je propose. C'est que toi, si t'as pas encore vraiment la foi et vraiment cette expérience, si tu as un peu confiance en ton thérapeute, Oui. à un moment donné, c'est lui qui va croire pourquoi, Oui, pour toi à ouais, un moment d'accord. donné. Ouais, Tu vois ouais, ouais. C'est aussi l'intérêt de d'abord aller dans des espaces de lumière en soi, de dire waouh, Oui. j'ai ces ressources-là dans mon corps. Oui, voilà, c'est ce que j'appelle la force. Oui, t'as raison. Et Arrive, donc ouais, ça te voilà. nourrit, et après, parce que tu sais que ça existe, tu C'est oses ça. plus plonger dans C'est ça, tes ombres, exactement. en fait. Exactement. Mais ça reste que c'est vrai qu'il y a des moments où c'est waouh, attends. Ah, mais de toute Même façon. encore moi parfois, c'est plus que quelques secondes peut-être, mais j'ai encore des secondes où je me dis ah oui, attends, oui, il faut que je. La foi. Tu vois, c'est. Ouais, les moments où t'es complètement. Ah oui, honnêtement. chaviré, Ah oui, non, mais moi, c'est encore le cas maintenant. Ouais. Hein, et Mm. c'est des grosses chavirations. C'est Ouais, pas, c'est ça. c'est pas drôle. Hein. À aucun C'est moment. glauque, ouais, c'est À ça. aucun moment, c'est drôle. Après, par contre. C'est juste que peut-être que nous, on arrive à se souvenir, comme tu dis, C'est tu ça, sais, donc tu à se souffres moins souvenir. longtemps. Dès que tu te souviens, tu souffres. C'est plus Ça- la même c'est nature de la c'est plus la même souffrance, hein. nature. C'est plus la même Mhm. nature, ça c'est vrai, tu vois. Mais effectivement, je pense que ce type de discours, enfin, tu peux pas le sortir à n'importe Non. qui. Faut... Et puis je te dis, moi je pense que j'aurais pas compris ça si je l'avais pas vécu de moi-même en cérémonie, Oui. en étant en plus dans un état de conscience modifié qui fait que. Tu vois? Et tu vois, Donc, on voilà. parle beaucoup de Eckhart Tolle, là, l'éveillé, là. Mais c'est arrivé comment son éveil? J'en sais rien. Il s'est retrouvé SDF, il était hyper mal et il a plongé dans son malheur en fait. Ah d'accord, Et c'est c'est ça là son qu'il histoire s'est à lui, ouais. réveillé. Ouais. Et il est resté dans la rue encore quelques mois, mais en état de waouh, c'est beau la vie quoi. En Tu vois. état de sidération. Mais c'est parce qu'il a plongé dans ses profondeurs, mais c'est la vie qui lui a amené ça. Voilà, tu vois. Oui. Finalement, moi, c'est le constat que je fais, et même enfin, chez les gens autour de moi et mes patients, c'est tu souffres parce que tu résistes. Quand tu arrêtes de résister, il y a autre chose qui arrive. Oui, et ça oui, se ça, transmute. ça, je pense on est nombreux à l'avoir noté désormais, ça, quand même, maintenant. C'est Ouais. vrai. La voie de la souveraineté, c'est la voie du guerrier. La voie de la souveraineté, c'est de la voie... Oui, bah oui, enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, oui. Donc on sait que on doit tomber à un moment donné nos armures pour retrouver qui on est, hein, Mhm. nos personnalités par rapport à l'être. Ouais. Et en fait, là, pour moi, ce que je comprends de toutes ces expériences, c'est que la nature est connectée, on le sait maintenant, même au niveau scientifique, que dans les forêts, tout est connecté. Il y a le réseau internet de racinaires et tout est lié, et tout est vivant et conscient et amour dans le sol même de ces forêts. Oui. Et donc pour moi, que tu me parles d'alchimie, je reviens au thème, c'est comme l'œuvre au vert. C'est-à-dire que... Je la connaissais pas, celle-là. C'est marrant, l'œuvre au vert, oui. C'est le petit supplément. Ouais. Si, Ah non, mais elle doit y être. Après, moi, je me fixe souvent sur les trois grosses œuvres, on va dire, Dans parce les que trois, les mais- œuvres intermédiaires, je les connais moins, soyons clairs. Donc c'est non, pour ça non, que... c'est en fait, ça vient pas de moi, cette œuvre au vert. Je pense que c'est le docteur P. Noël, chez qui je me suis formée en aromathérapie quantique, qui parle de l'œuvre au Ouais. vert. Parce que les plantes, on coexiste avec les plantes depuis qu'on est sur Terre. Elles étaient là avant nous. Mhm. Ce sont nos enseignantes. Ben oui. Et donc quand on se prend la peine de se reconnecter à elles, eh bien on a cette transmutation. Elles nous permettent cette transmutation.
c'est de l'information qu'elle nous donne. Oui, je sais bien. Oui, oui, oui. Donc, il y a ce concept d'œuvre au vert en Mhm. alchimie. Ah oui, bah après, je te dis, moi, celui-là, je le connaissais pas. Après, je sais qu'il y a une œuvre de toutes les couleurs, je crois, quasiment. Hein. Mais bon, honnêtement, ouais, moi, je me fixais plus sur ce que... Je pense que ces expériences que l'on a avec, que ce soit l'ayahuasca ou d'autres plantes maîtresses, c'est cette œuvre au vert. Alors, honnêtement, moi, je le mets vraiment pour le coup, l'œuvre au noir, quoi. L'œuvre au noir, c'est-à-dire la dissolution. Pas forcément la dissolution de l'ego, mais le truc où vraiment, en fait, tu ouvres. Tu ouvres, il y a la lumière qui commence à monter comme ça, quoi. Et après, par contre, effectivement, ce qu'on nommerait l'intégration et tout ça, moi je l'appelle, si tu veux, plus l'œuvre au blanc. C'est-à-dire qu'en fait, les vertus, les qualités, les valeurs, tu les redescends comme ça, tu commences à les incarner. Moi, je le mettrais voilà, dans l'intégration. Et l'œuvre au rouge, en l'occurrence, c'est partager. Tous autant qu'on est, on n'est pas juste censé garder nos petits, voilà, nos petits trésors, nos petits trucs de compréhension. Je pense qu'on est censé... Borderline, c'est une œuvre rouge. Ah oui, Borderline, c'est mon œuvre rouge, oui. Clairement, Borderline, c'est mon œuvre rouge. Cette tournée aussi, c'est mon œuvre rouge. Et puis bon, c'est mon cadeau d'anniversaire de fin de Borderline aussi à moi-même, hein, soyons clairs, rencontrer mes lecteurs, c'était mon plaisir à moi aussi. Hein, donc voilà. Mais oui, en tout cas, c'est pour le monde, quoi. Voilà. Mais ça n'empêche pas que c'est jamais fini non plus, si tu veux. L'œuvre noire, moi, elle continue. Il y a encore des tas d'illusions qui existent, que je dois m'attaquer justement à défaire. Il y a des valeurs que je souhaite incarner, notamment en tant que femme. Là, ça commence à se préciser, peut-être parce qu'effectivement, j'ai bientôt 37 ans et que du coup, jusqu'à présent, pas parce que je veux des gosses, hein, c'est pas le problème, mais que jusqu'à présent, si tu veux, je pouvais rester dans un côté presque hybride, on va dire, sans que ça pose trop de problèmes. Mais peut-être que quand tu avances un petit peu en âge, en fait, l'importance de ton sexe se précise. La quoi? Bah peut-être, je dis même sans vouloir d'enfant, Oui, voilà, il se passe quand même quelque chose. Et donc je vois qu'effectivement, oui, il y a encore des... je sais pas si c'est vraiment des illusions, on va dire, mais par rapport à ma vie, puisqu'en fait, moi, je me base clairement sur qu'est-ce qui se passe dans ma vie, en fait, pour voir ce qui a changé à l'intérieur de moi, parce que ça, c'est un principe alchimique aussi. Je vois qu'il y a encore des réajustements à faire et qu'effectivement, ça touche au domaine féminin, on va dire féminin, masculin, quelques réajustements comme ça, quoi. Et, euh, et puis... euh, et puis voilà quoi. Bref, non, le boulot n'est jamais fini en tout cas. Ouais, c'est ce Mais que tant je mieux, dis. tant mieux. Moi, je pense pas qu'on. Ça me ferait chier en fait, je pense, tu sais, d'être assis dans sa gloire et puis penser que justement c'est tranquille et qu'il n'y a plus à manger du popcorn. Non, en fait, ça me fait chier. C'est toute la vie, Bah oui, c'est toute la jusqu'au vie. dernier souffle. Ouais, je crois bien, ouais. Mhm. Et c'est très bien comme ça. C'est vrai, très j'ai bien pas comme encore ça. j'ai pas encore fait l'expérience de l'ayahuasca, mais j'ai envie de la faire parce que j'ai commencé à décider, j'ai vraiment décidé de changer beaucoup de choses et d'évoluer surtout et d'arrêter de simplement, enfin, voilà, et ça connaît bien mon parcours, où les souffrances de la solitude, les souffrances de l'abandon, les souffrances de plein de choses, où moi aussi j'ai voulu mettre 2 fois fin à mes jours, mais pas pour faire semblant, et où vraiment je disais toujours le mal de vivre, et où de l'autre côté j'avais une envie de vivre et de l'autre côté j'avais toujours envie de mourir, et je voulais toujours me détruire, et de l'autre côté je voulais absolument vivre, et où la naissance était tellement dure que j'avais la colère, la compréhension, ces tas de choses-là où je me suis dit, enfin, c'est quoi ce monde, c'est quoi ça ici, et vraiment, je commençais, plusieurs fois, j'étais vraiment très, 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 très bas, et où j'avais vraiment envie de mourir, vraiment tout le temps, et puis des fois, j'avais vraiment envie de vivre, je m'accrochais, et jamais personne, je trouvais qu'il n'y avait jamais personne qui était là, et puis au fur et à mesure, au fil du temps, je sentais toujours l'espoir. Je ne sais pas ce que c'était, mais pour moi c'était l'espoir. Quelque chose qui me tenait en vie, me disait ça ira mieux demain, ça ira mieux demain. Oui, ça ira mieux demain. Et puis le jour passait, et puis je suis arrivée à un point où j'ai eu des douleurs, des trucs qui ont été déchirés et tout ça, des trucs horribles, où je me suis retrouvée seule. Et ma famille aussi, les enfants que j'ai fait aussi se sont éloignés de moi et tout, mais je comprenais pas, je dis c'est quoi ça? Pourquoi tout le monde s'éloigne de moi, or que je fais rien de mal, or que je suis pas méchante, et je comprenais pas. Et puis bon voilà, j'ai commencé à faire des travaux, enfin Séance thérapeutique. des séances thérapeutiques.
où j'ai fait justement les champis, où j'ai fait aussi. Là, Respiration holotropique. oui, c'est ça aussi. Et là, j'ai découvert, il y a eu quelque chose qui s'est passé en moi où il y a eu un. Je sais pas expliquer. Et tout ça c'était comme ouvert, il y avait de l'amour, il y avait de la lumière, il y avait. J'étais pas toute seule. Mm. Là, j'ai senti que j'étais pas toute seule. Et j'ai vécu d'autres choses après où j'ouvrais les yeux, il y avait par exemple le bois ici, eh ben, il bougeait, il y avait des formes, et vraiment il respirait et tout. J'ai dit non, c'est pas possible, j'ai les yeux ouverts, c'est pas possible. Mais si, oh, c'est chouette, c'est vraiment génial. Et où j'ai eu des rires de petites filles, et où j'ai eu des paroles qui n'étaient pas les miennes. Je sortais tous des mots qui n'étaient pas ma langue. Et je parlais à tout le monde. Et je me sentais bien. Puis je veux dire, à quatre pattes, j'étais un jaguar. Et oh, c'était génial. Puis après, j'ai eu du froid. J'ai eu plein d'expériences. J'ai dit, ouais, il y a vraiment quelque chose. Et là, au fur et à mesure, je sens qu'il y a plein de choses qui sont en train de changer en moi. Et je sens que je suis plus toute seule. Non, je suis pas toute seule. Et j'ai envie de vivre, vraiment. J'ai vraiment envie et même envie de l'exprimer à d'autres personnes. Mais bon, je peux pas dire ça à tout le monde, évidemment. Tout le monde va pas le comprendre. D'autres personnes vont dire, oh, t'es folle, toi. Hein. Mais il y a justement une personne qui est tout proche de moi, qui est en train de changer aussi. Et là, pour l'instant, on a une connexion. Et là, je lui explique un peu, mais bon, voilà, c'est à lui à voir ce qu'il veut faire pour... Mais j'ai envie d'aller plus en profondeur encore, parce qu'il y a beaucoup de choses encore à aller chercher justement là en dessous. Oui. Je le sais, hein, mais je suis prête à le faire. Je veux le faire. Oui. Et je vais y arriver. Si je peux me permettre, moi je pense que tu devrais parler aux gens, même ceux qui ne comprennent pas. Si toi tu as le besoin et que tu as envie de raconter aux gens, qu'est-ce que tu t'en fiches au final s'ils te prennent pour une folle? Si toi ça te fait du bien de le raconter, si eux ne sont pas prêts à entendre, c'est pas ton problème au final. Après tu dois le sentir, si tu penses que ça te fera plus de tort d'en parler que de ne pas en parler. Mais si tu as envie, des fois il faut juste... Et si les gens ne comprennent pas, tant pis pour eux. On dit peut-être une petite graine et puis ça va travailler. C'est surtout... Non, alors moi honnêtement je pense pas... alors si je pense qu'il faut le faire, mais pas par rapport à eux. On ne sème rien chez les autres volontairement, juste parce qu'en fait c'est toi. Et que comme tu disais hier par rapport à l'histoire du petit chat, en fait c'est toi. Et que là t'as plus de temps à perdre à porter un masque avec qui que ce soit, dans n'importe quelle circonstance que ce soit. Graine, pas graine, ça te fait chier, ça t'emmerde, ça germe, c'est bien, ça te regarde pas. De toute façon, les autres en fait, on n'a aucun pouvoir sur eux. Ça ne nous regarde pas en fait, clairement, ce que les autres peuvent faire des projections sur nous. On peut avoir des paroles qui leur font du bien, mais en fait, c'est pas nous qui décidons ce qu'on envoie. Ils le reçoivent de la manière de la manière qu'ils veulent ou de la manière qu'ils peuvent en l'occurrence, mais ça ne nous regarde pas. Et moi je pense que justement en fait essayer d'adapter j'allais dire son discours, mais c'est même pas que son discours, ça va au-delà en fait, d'adapter sa personne ou d'adapter son âme ou ce que tu veux selon la personne que tu as en face de toi pour lui je vais lui faire du bien, lui je veux pas le blesser, lui je veux pas le choquer, lui cela. En fait toi tu t'y perds là-dedans. Alors que si tu décides d'être quitté une bonne fois pour toutes, et figure-toi qu'en fait les gens réagissent beaucoup mieux que ce qu'on s'attend, parce qu'en fait quand toi tu vas masquer, eux aussi ils viennent masquer. Alors que si tu tombes le masque, les gens n'attendent que ça. Et du coup, ils disent, ah putain, avec ça là, enfin on peut poser le masque. Et du coup, en fait, ils vont commencer à se montrer plus vrais. Et tu vas peut-être découvrir qu'il y a des gens que tu n'aurais pas soupçonnés. Mais en fait, si, ils comprennent très bien ce que tu dis. Et ils attendaient que ça, même peut-être de trouver quelqu'un comme toi, pour pouvoir eux exprimer leurs trucs bizarres de leur côté. Donc moi, je suis pour qu'on n'a plus le temps de déconner, en fait. Là, plus le temps de niaiser, comme on dit. Moi, je pense qu'on enlève les masques là. Tous autant qu'on est, on les enlève, peu importe. Avec ses enfants, avec son mec, avec son patron. Ouais, je prends de l'ayahuasca. Tu connais pas, t'es pas au courant? Ok, très bien, bah va te renseigner. Si tu me prends pour une folle, en fait, non, en fait, on est super nombreux, quoi. C'est à toi de te réveiller, Coco. Ça te plaît pas? C'est pareil, tu vois. Après, t'es pas obligé de rentrer dans le détail non plus. Mais en fait, oui. Et j'ai commencé à en parler à mes deux filles. C'est très bien. Si je puis me permettre, je trouve ça très bien. J'avais peur, mais je dis, je veux en parler. C'est toi, ça fait partie de toi. C'est bon. Ouais. Voilà. Oui, puis voilà, encore une fois, ça peut leur faire un petit choc, ils peuvent te juger, ok, ça les regarde. La vie est quand même longue aussi, en fait. Ils ont le temps, en fait,
faire leur chemin dans la tête et puis peut-être après entendre parler auprès d'une autre personne, ah bah toi aussi les champignons, toi aussi, ah bah c'est marrant, ma mère elle m'avait dit, sur le moment j'ai critiqué ma mère, mais en fait là maintenant que c'est ma copine qui me dit ça, bah tu vois je le vois d'un autre œil, ça n'arrête pas de bouger, encore une fois rien n'est cristallisé, ça n'arrête pas de bouger, mais par contre moi je sais qu'il y a une, enfin moi je pars de mon expérience et moi je vois que ça m'est bénéfique. Euh, c'est comme je te disais par rapport à voilà la lupuna, on s'en fout en fait, mais voilà ça c'est moi en fait. Ça, c'est moi. Et moi, j'ai plus de temps à perdre à... Aucun d'entre nous n'a de temps à perdre à nourrir des relations. On perd du temps, en fait, parce que t'es embringué dans des relations. Mais en fait, c'est quoi, ces relations? Vaut mieux avoir moins de personnes qui te comprennent profondément que de continuer. Et puis, c'est toxique, en fait, tu sais. C'est mauvais pour toi. Puis, à chaque fois, tu t'empêches d'être toi-même quand tu sais, ah bah, je vais rencontrer lui, il faut pas que je lui parle de ci, il faut pas que je lui parle de ça, il faut pas que je sois trop comme ci, comme ça. En fait, t'arrêtes pas de te casser, t'arrêtes pas de t'empêcher de, justement, de... Tant pis pour eux si ça leur plaît pas. Et tant mieux pour eux si ça les choque. Tu sais, les chocs, en fait, c'est ça qui... Moi, je fais partie des... Mais ouais, Une bonne claque, quoi. Paf. une bonne claque, en fait, c'est aux claques qu'on est le plus reconnaissant, hein, plutôt qu'au Sûr, reste, c'est ce qui quoi. marche mieux. C'est, voilà, quoi. Ouais, tous autant qu'on Je est. commence aussi je veux dire, avant j'avais peur de la solitude, moi je commence à l'apprécier parce qu'on n'est pas seul et je sens que pendant cette solitude, ben, je peux enfin réfléchir à certaines choses et à me retrouver Oui. et à travailler certaines choses. Mais c'est ce qu'Hugo, il dit, en fait. T'es pas seul, t'es libre. Voilà. Et cette liberté, T'en fais ce je que tu l'aime veux. en fait. Oh bah Moi, tu ça me m'étonnes que sentit tu l'aimes. bien. Tu m'étonnes que tu l'aimes. Bon, je vais éteindre cette...